quand il s'agit de modéliser une épidémie, hein. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre en dehors de généralités. Donc, je préférerais m'abstenir. Ensuite, les outils, après, se retrouvent. Merci, Elisabeth. Et c'était le bon moment, Nicolas, de dire que tu ne veux pas te prononcer sur cette question. Voilà, Ça exactement. est enregistré à toujours. Bon, alors, je donne encore 2, 3 minutes pour les autres à arriver. Et puis, je te présente, mais je te dis déjà que, puisque tout le monde a lu ta biographie, je ne vais pas passer du temps à... Moi, quand je suis conférencier, je déteste ça quand le hôte passe du temps en faisant des louanges. Je ne sais pas comment c'est pour ça. Moi, ça me va très bien si on commence directement. Par contre, j'ai un écho. Ah oui? Je vais, si je... Alors là, par contre, le micro est coupé. Là, oui, je n'entends plus. Je pense que l'écho Mais venait d'une autre machine. c'est pas Étienne, c'est ça. Il y a plusieurs personnes dont le micro n'est pas encore éteint. Ok, tout le monde éteint son micro, mais vous pouvez allumer vos têtes, par exemple. C'est pas nécessaire d'éteindre vos têtes, c'est juste les micros. Euh, Donc aussi, juste pendant que tu étais absent, avant que tu reviennes, j'ai posé une question. Donc j'avais prévu de le faire en anglais pour être inclusif, mais ce qu'on m'a répondu, c'est qu'en fait, vous étiez plus à parler français qu'anglais. Donc j'ai aucun problème pour le faire en français. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Faites signe si vous êtes privé du français. And if you only speak Pas English, la please peine de tell dire me. ça, ils vont pas répondre. Make a sign if you cannot understand French. D'accord, le français passe. Mais ici, on est censé d'être bilingue, tu sais. On est réputé d'être bilingue. Alors avec ça, je crois qu'on peut démarrer. Je vais juste dire que tu es à la Sorbonne en informatique. Et puis, c'est la robotique virtuelle et réelle. Euh, Ici, on est un mélange de informaticiens et de personnes en sciences cognitives, psychologues, etc. Donc, euh, tu t'adresses à un auditoire mixte. Je te conseille de t'adapter disons, au dénominateur commun. Parfait. Merci. C'est le volant, cher Nicolas. OK, donc merci pour l'invitation. Donc, je vous donne un petit peu quelques éléments de contexte. Donc, je suis effectivement à Sorbonne Université, qui est une université qui en fait existe depuis très récemment, dans le sens où je suis à l'université Pierre et Marie Curie, que vous connaissez peut-être, qui est à Paris et qui a changé de nom il y a 2 ans, après s'être fusionnée avec une autre université qui, elle, s'appelait Paris-Sorbonne. Donc, le nom est assez récent. Et je suis donc informaticien de formation. Et je suis chercheur à l'ISIR, donc l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, qui est un laboratoire de recherche qui est entre l'informatique et la robotique. Alors, il y a aussi des gens qui font de l'informatique, de la robotique médicale, qui font aussi de la biologie, alors computationnelle ou des approches plus mathématiques. C'est assez pluridisciplinaire aussi comme endroit, mais toujours avec le dénominateur commun de s'intéresser la, à la prise de décision sur des agents robotiques. Alors, je ne vais pas parler plus, hein, je dirais juste si vous avez la moindre question, si la moindre chose n'est pas claire, surtout n'hésitez pas à m'arrêter, hein, à m'interrompre, j'essaierai de répondre. Je vais parler de concepts qui sont plutôt ancrés dans l'informatique, mais toujours en restant à un niveau qui, je pense, en fait, parle plus qu'à des informaticiens. Je fais souvent des présentations devant des gens qui ne sont pas informaticiens, des biologistes ou des physiciens. Et généralement, en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, s'il y a une zone d'ombre, arrêtez-moi. Hein, c'est que je me suis mal exprimé. Il ne faut pas hésiter. Alors, j'avais prévu de mettre ma photo parce que comme on ne se voit pas en vrai, c'est toujours bon de savoir à qui on parle, puisqu'en ce moment, on parle surtout à des voix. Donc voilà, c'est moi, mais vous me voyez aussi dans la vidéo. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les mécanismes d'adaptation au sens large, c'est-à-dire d'apprentissage, d'optimisation, qui permettent de faire de la prise de décision collective dans des essaims, dans des collectifs d'agents généralement artificiels, et en particulier des agents robotiques. Alors là, il y a 2 motivations qui en fait découlent de cela. C'est que j'essaye de fabriquer
de concevoir des algorithmes. Je ne suis pas roboticien de formation. J'essaye de concevoir des algorithmes qu'on va pouvoir mettre sur des robots de manière à ce qu'ils réalisent des tâches. Donc là, c'est une approche qui est très classique d'ingénierie de comportement où on va avoir un objectif et on va essayer d'écrire le bon programme pour que nos robots réalisent cet objectif. Dans beaucoup de cas, en fait, ce n'est pas forcément possible de les écrire directement. On va être obligé de recourir à des méthodes d'apprentissage ou d'optimisation. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer quelques exemples ensuite par la suite. Et d'un autre côté, et c'est assez complémentaire, j'essaye aussi d'utiliser ces mêmes outils pour comprendre les mécanismes de prise des décisions dans des systèmes naturels. Et là, je vais aussi vous donner un exemple. Alors, ça peut être soit très concret, où on va regarder du côté du vivant, observer ce qui se passe, essayer de comprendre quels sont les modèles de prise de décision, et aussi d'un point de vue un petit peu plus abstrait, qui va plutôt s'apparenter aux aspects théorie des jeux évolutionnaires comme méthode pour modéliser et comprendre des principes, des principes d'adaptation au niveau de l'évolution naturelle. Alors, pour vous donner un exemple, je vais déjà vous donner deux exemples. Je vais aller assez rapidement sur ces exemples. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on entend par robotique en essaim. Et en réalité, le terme de robot, c'est vraiment à prendre comme un agent artificiel qui va être dans le monde réel, qui va être ancré dans le monde réel, qui va interagir avec des objets dans notre monde physique et qui doit prendre des décisions. Et ça peut être beaucoup plus que juste un robot avec des roues qu'on voit se déplacer dans l'environnement. Alors, le premier exemple, c'est celui, c'est un problème auquel on s'est intéressé dans les dernières années, où le but, c'était de faire de la matière programmable, où on avait des petites billes d'agarose. Alors, ce sont des très petites billes de quelques micromètres, de 10 ou 30 micromètres, et sur lesquelles on a on a collé des brins d'ADN, des biomolécules très très courtes, de manière à ce que ces petites billes se déplaçant dans l'environnement puissent s'attacher les unes aux autres sous certaines conditions. Alors là, ce qu'on voit, c'est une illustration où on voit ces petites billes en rouge sur la figure de gauche, qui sont dans un milieu bidimensionnel sur lequel on a des gradients bleus et violets là, qui sont diffusés. Et ces billes doivent se positionner par rapport à ce système de coordonnées à un endroit particulier qui est le triangle, qui n'est pas matériellement représenté dans l'environnement, qui est en fait une manière de mesurer quelle va être la performance de notre programme pour effectivement faire une agrégation en forme de triangle à cet endroit-là. Et ce qu'on souhaite observer à la fin, c'est que toutes ces billes s'agrègent ici. Et là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va fabriquer une fonction de contrôle pour que chacune de ces petites billes puisse prendre une décision qui est de continuer à bouger jusqu'au moment où elle arrive dans un endroit où il faut s'arrêter, et ensuite de s'attacher les unes aux autres pour vraiment rester là et former cette forme-là. Alors, ce sont des billes et il n'y a pas de moteur. Par contre, elles sont suffisamment petites pour que simplement les interactions avec l'environnement à cette dimension-là, juste elles sont dans un milieu liquide, et les molécules d'eau qui vont cogner à ces petites billes vont provoquer un mouvement brownien. Donc les billes, en fait, elles se déplacent jusqu'au moment où elles s'accrochent aux autres, et là, ça forme des agrégats qui sont suffisamment gros pour ne plus être sujet à ces interactions physiques. Donc, il n'y a plus de mouvement brownien. En fait, les agrégats coulent au fond du substrat et s'arrêtent là. Donc, l'idée, c'est qu'il faut s'accrocher quand on est au bon endroit. Et là, le contrôle, on n'a pas non plus d'ordinateur embarqué, donc la bille, c'est notre robot, mais le contrôle, ça va carrément être des biomolécules, donc de l'ADN, des paires de bases, une dizaine de paires de bases, une vingtaine de paires de bases, plein de petits brins d'ADN comme ça qui vont être collés sur nos billes. Alors ça, mes collègues chimistes savent faire, moi je ne le fais pas, je travaille avec eux et ils font cette partie-là, bien sûr. Et l'idée, ça va être de savoir quelles vont être les biomolécules à coller sur les billes, de manière à ce que ces biomolécules puissent être utilisées pour changer la concentration de biomolécules dans l'environnement. Et ces biomolécules collées sur des billes sont une manière, en réalité, d'interagir avec les billes voisines et d'interagir avec l'environnement. C'est-à-dire qu'une bille, dans certaines conditions, va être une source de production, de changement de la concentration d'une espèce chimique particulière. Et quand elles sont proches les unes des autres, sous certaines conditions, ces billes peuvent produire à nouveau des biomolécules qui vont leur permettre de s'attacher les unes aux autres, un petit peu comme si on avait des brins qui flottaient et un brin complémentaire qui va venir se coller pour faire un lien physique entre deux billes. Donc l'idée, c'est de produire les bons signaux chimiques aux bons endroits. Et là, derrière, bien sûr, on peut représenter ça sous une forme de graphe d'interaction, c'est des réseaux de réactions. Et ces réseaux de réactions, c'est très difficile de les faire à la main.
Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'essayent de faire mes collègues chimistes, hein, mais très rapidement, les interactions deviennent complexes. Et là, l'idée, ça va être d'optimiser ces réseaux de réactions chimiques. Et je vous montre un exemple là à droite. On voit un réseau de réactions où il y a des liens d'inhibition et d'excitation qui vont permettre, si on met ça sur des billes, alors en simulation, hein, sur cette expérience-là à droite, eh bien, les billes vont conditionnellement s'attacher les unes aux autres quand elles se trouveront au centre de l'image. Et là, ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est l'endroit où les billes sont ancrées, sont attachées les unes aux autres dans une chambre bidimensionnelle, sachant que l'objectif était effectivement de trouver le réseau de réactions tel que l'essaim de robot formé soit assemblé le plus possible à la ligne, comme une ligne qui est au centre de l'environnement. Donc là, ce que vous voyez là au-dessus, centerline, en haut à droite, c'est la cible, et en dessous, c'est le résultat qu'on a après l'optimisation. Et à gauche, vous avez une expérience qui est, elle, in vitro, qui prouve en fait la faisabilité de ce système-là. On a effectivement une expérience, on a une auto-amplification d'un signal chimique qui permet aux billes de s'accrocher les unes aux autres. Donc là aussi, en gros, c'est la preuve de concept in vitro. Alors vous voyez, je vous montre ça parce que je vais vous montrer que là, pour nous, on voit ça comme de la robotique en essaim. On a nos billes qui sont des robots, elles ont un moyen d'interagir avec l'environnement parce qu'elles perçoivent des concentrations chimiques qui sont diffusées depuis d'autres billes, que ces concentrations chimiques vont réguler les réseaux de réaction qui sont collés sur les billes, enfin, vont interagir avec les molécules déjà collées sur ces billes, et à son tour, donc la bille va pouvoir agir sur les concentrations chimiques qui sont autour d'elle. Donc il y a une communication qui se fait entre les billes, et une modulation du mouvement qui se fait par le fait que ces billes vont s'attacher les unes aux autres, donc arrêter de bouger, ou rester non attachées et continuer à bouger. Évidemment, c'est très basique, mais on a tous les éléments en fait, d'un essaim de robot, avec de la prise de décision en fonction de ce qu'il y a dans l'environnement. Alors, je ne vais pas en dire plus, hein, je vous renvoie vers des références si ça vous intéresse plus, mais à ce niveau-là, je pense que c'est largement suffisant, vous voyez, pour voir que cette définition n'est pas si claire, cette définition de robotique en essaim. Un autre exemple qui nous intéressait, alors cette fois en collaboration avec des collègues qui s'intéressent au comportement collectif chez les poissons, c'est le fait de comprendre comment est-ce que les poissons agissent collectivement. Alors là, ce que vous voyez, c'est des poissons zèbres, et c'est ce qui était utilisé expérimentalement par mes collègues, où là, l'idée, ça va être de dire, on peut observer ces poissons. Et souvent, quand on observe des collectifs de poissons, on peut décrire leurs mouvements, voir éventuellement à quel point est-ce qu'ils restent alignés les uns les autres. Et l'alignement est une caractéristique qui est très importante en fait, hein, dans ces mouvements collectifs, que ce soit des poissons, aussi des mammifères hein, comme les moutons ou aussi des humains en fait, dans les mouvements de foule tout simplement. Eh bien, la question, ça va être de comprendre comment se passe la prise de décision. Et au-delà de cette question, il y a aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut passer de ce que le poisson voit, c'est-à-dire ce qu'il perçoit à travers son système visuel, jusqu'à sa prise de décision qui lui permet de changer sa vitesse de translation et son alignement avec les voisins. Alors, ici, je vous montre juste une vidéo où là, en fait, ce que vous voyez, il y a 5 poissons. En réalité, il y en a 4. Et celui qui est un petit peu plus gros, c'est un leurre. Et ce leurre est robotisé. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première étape, méthodologiquement, en fait, on n'utilise pas de leurre. On fait la récolte de données, puis ensuite, on a de grandes traces, enfin, on a des traces très très longues de comportement des poissons. On mesure leur proximité des murs, leur proximité les uns par rapport aux autres, et leur orientation respective, et en particulier leur alignement. Et une fois qu'on a ça, là, il y a plusieurs manières de faire. On peut essayer de fabriquer un modèle mathématique à la main, mais on peut aussi tout simplement essayer d'apprendre le modèle. Et là, c'est ce qu'on faisait. On utilisait à nouveau des techniques d'évolution artificielle, dont je vais parler un petit peu après, où on essayait simplement de fabriquer des contrôleurs de poissons artificiels qui allaient se comporter comme nos poissons réels. Et une fois qu'on a ça, alors c'est intéressant parce qu'on a quelque chose qui va ressembler plus ou moins aux poissons réels, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment valider ces modèles de comportement. C'est-à-dire que voir quelque chose qui ressemble à des poissons en simulation, ça ne veut pas forcément dire que notre simulation est prédictive ou même correspond réellement à ce qui se passe dans la réalité. On peut faire quelques mesures, mais il y a toujours une limite à ça. Et l'étape suivante, en fait, c'est de prendre ce qu'on a réussi à extraire donc, de ces données brutes de poissons, de mettre ça dans un robot et d'en faire un modèle fonctionnel du comportement des poissons. Et donc là, ce que vous voyez, en fait, donc à droite, c'est un dispositif expérimental qui a été fait à l'Université de Paris par mon collègue José Alloy. Et à gauche, c'est un zoom sur le poisson qui, lui, a été fait par Francesco Mandada à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Où là, l'idée, c'est qu'on a un poisson qui est vraiment
qui résiste à l'eau, hein, qui est plongé au milieu de ces autres poissons. C'est ce que vous avez vu sur la vidéo, que je vais vous repasser. Et en fait, ce poisson est simplement posé sur le sol avec une partie magnétique qui, en fait, est attirée par un autre dispositif magnétique d'un robot qui est à roue et qui se trouve sous l'arène. Et là, c'est ce que vous voyez, si vous voyez mon curseur de souris, c'est ce que vous voyez sur le bas de l'image. En fait, les deux, là, ce que vous voyez au milieu, ce qui sépare cette image entre deux, c'est l'épaisseur de l'aquarium. C'est une vue de coupe. Nicolas, Oui. si tu permets, une petite question. Mhm. Est-ce que vous présumez que les signaux qui rentrent dans le comportement des saints sont uniquement visuels? Alors ici, oui, on ne fait pas d'hypothèse sur l'hydrodynamie, par exemple. Euh, Ensuite, c'est tout à fait possible que ça ait un rôle. Ici, ce n'est pas forcément si clair sur si peu de poissons, sur cette taille-là et sur l'environnement. Dans d'autres cas, quand on s'intéresse à des milieux qui sont très très denses, là, c'est beaucoup plus difficile d'ignorer des aspects interaction physique ou modélisation de l'hydrodynamie, par exemple. Pour ne pas parler de l'aspect chimique, il y a quand même Oui, aussi oui, tout à dans fait. l'eau. Oui. Là, on l'ignore. On ignore cet aspect chémotaxie, enfin tout ce qui est signaux chimiques. Ici, on les ignore. Ce n'était pas le cas dans l'expérience précédente, par exemple, où on modélise la diffusion des signaux chimiques. On modélise aussi la saturation enzymatique quand on utilise la simulation. Donc pour ça, là, on a une simulation simplifiée. En fait, probablement, il semble que les poissons zèbres, d'après mes collègues, je ne suis pas spécialiste, se basent vraiment principalement sur des stimulus visuels dans ce cas-là. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les types de poissons. Merci. Alors, pour continuer, donc une fois qu'on a mis notre robot, alors ce robot déjà, il y a son acceptation dans le groupe de robots, de poissons, pardon, qui pose un problème déjà de conception du robot, et on s'aperçoit qu'en réalité, ce n'est pas la peine d'avoir un robot qui ressemble vraiment au poisson, il faut qu'il en ait à peu près la forme, mais c'est à peu près tout. Et ensuite, il y a l'acceptation en termes de mouvement, qui là va être très très importante. Et là, ce qu'on peut mesurer, c'est à quel point est-ce qu'il va y avoir une corrélation de mouvement des poissons par rapport aux robots, par rapport aux actions de robots. Et ce que vous avez pu voir dans la vidéo, c'est que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais le fait que ça marche des fois à certains moments, c'est déjà un résultat très positif. Il peut effectivement se faire passer pour un poisson. Alors, ce qui est intéressant aussi méthodologiquement, c'est que là déjà, on a un outil pour valider notre modèle computationnel. Et en plus de cela, on peut agir sur ce modèle. C'est-à-dire que dans certaines situations, quand le robot est bien accepté, on peut lui faire des actions qui ne sont pas forcément les actions que ferait un poisson. Et ça permet de faire de la récolte de données. C'est-à-dire qu'on va un pas plus loin en utilisant cet outil de poisson-robot pour créer des situations qui n'étaient pas dans nos données brutes initiales, simplement parce qu'elles n'arrivent jamais. Et de regarder à quel point est-ce qu'on peut stresser le système pour voir jusqu'à quel moment est-ce que les poissons acceptent de rester alignés avec notre poisson-robot et à quel moment est-ce qu'ils décrochent et dans quelle situation. Vous voyez là, vous avez un outil en fait qui, le robot n'est pas une finalité, le robot n'est qu'un outil pour répondre plus précisément à des questions de comportement collectif animal. Alors, en termes d'exemple, je m'arrête là. Je veux juste vous montrer la diversité de ce qu'on fait. Je vais parler plus de robots après, hein, dans les slides suivants, dans les transparences. Toujours la même, c'est-à-dire qu'on utilise donc ces algorithmes d'évolution artificielle ou algorithmes évolutionnaires, evolutionary computation en anglais, hein, vous connaissez peut-être, qui sont souvent, on connaît souvent les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est une classe particulière d'algorithmes évolutionnaires qui s'intéressent à la manipulation d'entiers ou de symboles. Il y a beaucoup d'autres classes, hein, les stratégies d'évolution, la programmation génétique, mais l'idée globale est la suivante, et c'est ce qu'il y a dans ce slide, dans ce transparent. On part d'une population initiale, et là pour les non-spécialistes, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à m'arrêter à la fin pour me demander des précisions. Parce que c'est un algorithme qui n'est pas dur à implémenter. Hein. Il n'y a vraiment pas tellement plus que sur ce qu'il y aura sur ce transparent et ce que je vais expliquer. Et si vous le programmez dans un langage simple comme du Python ou du MATLAB, ça met 5 à 10 lignes, mais vraiment pas plus. Il n'y a pas de mystère. Quand on fait des algorithmes très poussés, là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué, bien sûr, mais le principe de base, c'est vraiment ce qu'il y a dans ce slide. Donc, on parle d'une population de solutions candidates, c'est-à-dire qu'on a
possibles solutions à un problème donné, sachant qu'on peut mesurer la qualité de chacune de ces solutions avec une fonction d'évaluation. Donc, si c'est une formule mathématique, on va regarder à quel point les points que, enfin, la formule qu'on génère est proche, est en erreur par rapport à la formule de référence. On peut calculer cette distance. Si c'est un robot, on va regarder quelle va être la trajectoire de ce robot pour réaliser une tâche qu'on a déterminée, par exemple de ramasser des objets dans un environnement. On va simplement compter le nombre d'objets qui ont été ramassés pendant un certain temps. S'il s'agit d'optimiser les ailes d'un avion, ben, on va fabriquer ces avions ou les simuler et regarder à quel point la portance ou la résistance à l'air va être forte pour une solution donnée. Donc une solution, c'est ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser ensuite pour construire l'objet ou le robot que l'on souhaite utiliser par la suite. Donc après cette population de solutions candidates, on va faire une évaluation. Et donc, on va associer donc généralement un scalaire, une valeur de performance à chacune des solutions candidates, de manière à pouvoir les comparer les unes avec les autres. Puis, on va sélectionner les meilleures de ces solutions candidates, pas forcément la meilleure. Parfois, on se permet de sélectionner plutôt les meilleures sans que ce soit vraiment la meilleure, donc une sélection probabiliste, ce qui permet d'être un petit peu plus permissif sur plus exploratoire. Puis, on va appliquer des variations, donc souvent ce qu'on appelle des croisements ou des mutations dans le langage des algorithmes génétiques, mais pas forcément uniquement ces opérateurs-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va, à partir des solutions qu'on a sélectionnées parce qu'elles avaient l'air meilleures, fabriquer de nouvelles solutions qui vont être un petit peu différentes. Et ça, on peut le voir comme les étapes de sélection et de variation, comme une manière d'exploiter ce qu'on a sous la main, avec la sélection, de sélectionner ce qu'il y a de mieux, et ensuite d'explorer, c'est-à-dire de regarder autour de ces solutions qui ont été sélectionnées, est-ce qu'il n'y a pas des solutions encore meilleures? Parce qu'on fait l'hypothèse que si on a une bonne solution, il est probable que dans son voisinage, il y ait une solution qui est plus efficace. Alors, je réponds à une question qui a été posée là dans le chat. Pas forcément, on ne fait pas forcément de sélection bayésienne. On a beaucoup d'opérateurs de sélection qui sont très stochastiques ou très déterministes. Il y a des gens qui s'intéressent à mettre de l'optimisation bayésienne mélangée avec des algorithmes mais c'est quand même assez particulier, ça dépend des problèmes. Là, on est vraiment sur une sélection probabiliste, généralement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, effectivement, je les vois. Ouais. Par solution, je vais vous donner un exemple après, mais peut-être je vais déjà en donner un tout de suite. Pour les exemples précédents, par exemple, dans le cas où j'avais des microbilles qui devaient former une forme particulière, une solution, c'est le réseau de réaction. C'est-à-dire quelles sont les molécules chimiques que je vais mettre dans mon environnement, de manière à ce qu'à la fin, ça forme mon triangle bien placé au bon endroit. Mais ça peut être aussi tout simplement des valeurs x, y et z d'une équation où je cherche en fait quelles vont être les valeurs, ou plutôt des valeurs des valeurs de x, y et z, où je vais essayer de trouver le minimum de cette fonction. Ça peut être aussi exactement, vous avez dit fonction objective, c'est une fonction objective. J'essaye de maximiser ou d'optimiser ma fonction objective. Ma fonction objective, c'est ça, ça peut vraiment être une équation, mais ça peut aussi être la morphologie d'un robot, la forme d'une aile d'avion, et où là, en fait, ce qu'on va appeler solution candidate, ça va être la position de chacun des points 3D qui permettent de définir la forme tridimensionnelle de l'aile d'avion qu'on va ensuite pouvoir simuler. Et c'est une des forces de ces algorithmes-là, c'est que c'est extrêmement flexible par rapport à la définition de ce qu'est une solution candidate. Ça peut vraiment être une chaîne de caractères, ça peut être un ensemble ça peut être un vecteur de réel, ça peut être un vecteur de vertex, de points ça peut être un graphe. C'est très, très vaste. Et les opérateurs de variation, ceux qui vont permettre de construire une nouvelle solution candidate à partir de celle qui existe déjà, généralement sont justement très spécifiques à la représentation qu'on a utilisée pour décrire nos solutions. Donc, pour continuer, une fois qu'on a ces nouvelles solutions, en fait, on va recommencer. Simplement, on a une nouvelle population de solutions candidates qu'on va à nouveau évaluer, dont on va sélectionner les meilleures, puis à nouveau créer de nouveaux individus par variation et recommencer, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on aura atteint un critère d'arrêt qui peut être soit on a atteint une solution qui est satisfaisante ou optimale, soit, et c'est plus souvent le cas, on a épuisé notre budget computationnel. On est souvent face à des problèmes où c'est
rarement le cas qu'on trouve la solution optimale. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer au transparent suivant. Donc, voilà un exemple effectivement de solution. Donc, je vous le montre en fait ici. Un algorithme d'évolution artificielle, donc c'est une méthode d'optimisation stochastique qu'on appelle black box, dans le sens où souvent la fonction objectif, l'objectif qu'on essaye d'atteindre, enfin, on sait, on a juste un score qui est un scalaire, et on a quelque chose qui est très peu informatif sur le pourquoi cette solution va être efficace. Et on utilise souvent un vocabulaire qui vient de l'évolution, simplement parce que ces algorithmes-là ont été inspirés par l'évolution naturelle. Ce qui est plus ou moins une bonne idée maintenant, en fait. Il faut bien voir que c'est vraiment juste une métaphore, hein, ici. Donc, ces algorithmes-là auraient pu utiliser un autre lexique. Et c'est ce que je vais vous montrer. En fait, ici, on va partir d'un individu, dans une solution candidate, qui est définie comme ayant un génome. Et un génome, là, c'est effectivement ce qui va définir notre solution candidate. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, les poids d'un réseau de neurones artificiels. Et c'est souvent ce qu'on utilise, d'ailleurs, nous, dans notre cas, quand on fait du contrôle. Puis, on va avoir une opération de transformation du génome en phénotype, le mapping, j'aurais du mal à le dire en français, mais c'est la transformation et la fonction de transformation entre le génotype et le phénotype qui va nous permettre, à partir de ce vecteur de poids, de ce vecteur de nombre réel, d'obtenir un réseau de neurones. Donc là, ce que vous voyez, c'est une représentation simplifiée d'un réseau de neurones avec des entrées sensorielles, un neurone de biais, puis des sorties motrices. Si on contrôle un robot, ça peut être autre chose. Ça peut être effectivement une fonction mathématique, par exemple, qu'on essaye d'approximer ici. Puis, on va faire une évaluation du comportement, dans le sens où on aura mis ce robot avec ce réseau de neurones dans un environnement, puis on va regarder ses trajectoires, et à la fin, on obtiendra donc un score qui, par abus de langage, on va appeler une fitness de l'individu. Donc, étant donné un génome, par toute cette opération, j'obtiens une fitness par rapport à une fonction fitness. Alors, il y a une question, cette opacité n'est-elle pas un peu problématique, surtout dans les questions sociales? Alors, l'opacité, vous voulez dire sur l'évaluation d'une solution candidate? N'hésitez pas à prendre la parole en vocal, hein, si c'est plus simple. Donc, Non, parle. Vous sembliez surtout mentionner que la solution en tant que telle et le réseau est relativement opaque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. En général, c'est ça les réseaux de neurones, c'est opaque et on se contente d'évaluer après et avant à la limite. Mais dans les questions sociales, est-ce qu'on peut pas. Il me semble qu'il va y avoir beaucoup de biais qui peuvent s'intégrer à ce genre de choses et qu'on ne peut pas vraiment les évaluer puisque la fitness se base sur des comportements qui sont objectivement observables plutôt que des notions éthiques potentiellement. Alors, c'est une question très intéressante qui pourrait envoyer sur 2 heures de discussion et on n'aurait pas fini. Je vais essayer de faire une réponse courte, mais satisfaisante. Alors, effectivement, par opacité, là, en fait, il y a 2 choses qu'on peut voir. Une première chose, c'est le fait que quand on parle de black box optimization method, de méthode d'optimisation boîte noire, ce qu'on veut surtout dire, c'est que quand on a une solution qui est décrite, qu'elle soit en termes intelligibles ou pas, que ce soit des poids de réseaux de neurones ou que ce soit une base de règles qui soit exprimée en langage naturel, on obtient une mesure de la qualité de ce réseau de neurones ou de cette description en langage naturel, sans savoir comment est-ce qu'on a obtenu ce score, cette qualité. Donc ça, c'est la première partie boîte noire. Et ça, c'est important en optimisation parce qu'on a beaucoup de problèmes qui se posent comme ça. Et donc, c'est ça que je voulais dire par opaque ici. Ensuite, il y a l'opacité du réseau de neurones. Et là, on touche à l'explicabilité, qui est un problème qui est très à la mode et à juste raison dans le domaine de l'apprentissage automatique et des réseaux de neurones artificiels. Effectivement, nos réseaux de neurones, ce sont aussi des boîtes noires. Ce n'est pas le même usage du terme boîte noire, hein, mais ce sont vraiment des boîtes noires, dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe dedans. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on fait quand même une hypothèse où on s'intéresse au comportement observé indépendamment de ce qu'il y a dans la boîte. Et on va faire de l'observation expérimentale comme on pourrait le faire avec une souris
sans avoir accès à ce qui se passe exactement dans son cerveau. Ça a clairement des limites, hein. On va se poser des questions quand on va être du côté biologie, hein, sur lesquelles je reviendrai vers la fin de ce séminaire. On va se poser des questions comme qu'est-ce qui se passe quand mes agents peuvent se reconnaître les uns les autres et que donc je peux choisir mon partenaire quand je veux coopérer. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas ça? Et quelles sont les conditions qui font que quand je peux choisir mon partenaire, je vais en bénéficier? Vous voyez? Mais je ne vais pas me poser la question de savoir comment est-ce que comment est-ce que c'est fait, comment est-ce qu'on fait le choix de partenaire, comment est-ce qu'il a été effectivement opéré à partir du moment où je pouvais identifier mes partenaires potentiels. Donc il y a une limite là-dessus. Maintenant, rien ne nous empêche, là je donne un exemple avec des réseaux de neurones et des poids de réseaux de neurones, rien ne nous empêche d'utiliser des représentations qui vont être plus faciles à comprendre. Par exemple, quand on s'intéressait tout à l'heure à ces problématiques de billes qui doivent s'accrocher les unes aux autres, on a des réseaux de réactions. Et ce qu'on observe là, ce sont vraiment des interactions en termes chimiques. Là, il n'y a pas de boîte noire. Ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui se passe, c'est la chimie qui a été implémentée dans l'environnement. Alors maintenant que cette chimie soit difficile à interpréter et à comprendre pour un humain, c'est vrai aussi, c'est un peu comme pour les réseaux de neurones. C'est-à-dire on voit fonctionnellement ce qui se passe entre en termes d'interaction entre les espèces chimiques, mais c'est difficile de comprendre pourquoi et ce qui s'est passé là, ça précisément. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question? Ok, super. Merci. Donc, je reviens ici. Alors, ce que je vous ai montré, c'est un slide, un transparent qui montre en fait ce que sont les algorithmes d'évolution artificielle en tant qu'optimisation, que méthode d'optimisation, en utilisant en fait un vocable qui vient de l'évolution naturelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement le même slide, où je vais juste changer les mots. Et dans le sens où ce slide, ce transparent, on peut aussi l'interpréter d'un point de vue d'apprentissage par renforcement. Et en apprentissage par renforcement, on va s'intéresser à des actions d'agents dans l'environnement et à comment est-ce qu'on peut améliorer leur stratégie d'action pour accomplir une tâche. Donc, en fait, je vais redire la même chose, mais avec d'autres mots. Et là, ce qu'on appelait le génome, ce sont des paramètres de contrôle d'une fonction, des paramètres de contrôle d'un réseau de neurones. Ça peut être aussi des paramètres de contrôle qui ne seraient pas des paramètres, mais vraiment donc une suite de règles, une base de règles, et qu'on note souvent θ, dans le sens où c'est souvent un vecteur de réel. Et après une initialisation, on va obtenir un contrôleur, une fonction de contrôle du robot. Une fonction de contrôle, c'est ce qui va nous permettre de transformer, à partir des entrées sensorielles, des valeurs par exemple de nos senseurs ou de notre rétine, de donner des ordres moteurs, des mouvements de bras, des mouvements de dos. Et là, effectivement, entre les deux, cette fonction de contrôle, c'est elle qui va être cette base de règles ou ce réseau de neurones paramétré par les paramètres de contrôle qu'on avait ici. Puis ensuite, on va faire une évaluation de la performance d'un robot ou de notre solution candidate par rapport à une fonction objective qui va nous renvoyer donc c'est un score, une fonction, une mesure d'utilité, bref, une évaluation, une estimation de la performance de ces paramètres de contrôle pour la tâche donnée. Alors, généralement, maintenant, on utilise plutôt ce vocable-là dans le sens où il nous permet d'être plus précis dans la manière de désigner les choses, tout en ne maintenant pas en fait, ce petit flou qui peut exister sur la compréhension de ces algorithmes et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'évolution naturelle. Alors, ensuite, pour prendre toute cette première partie, il faut voir qu'on est aussi dans une méthodologie où, en première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode automatique pour faire de la conception d'une solution candidate. Donc là, on va itérer, etc. On va obtenir ensuite notre robot avec des bons paramètres de contrôle qui donc permettront d'avoir une fonction de contrôle efficace par rapport à la tâche à réaliser. Puis, une fois qu'on aura ça, on arrête l'optimisation et on va utiliser la solution qui a été trouvée pour en fait simplement utiliser nos robots. Alors là, je donne un exemple où on a plusieurs robots qui doivent se promener dans l'environnement, mais peu importe. C'est-à-dire que ce qui compte là, c'est qu'on a une solution qui maintenant est figée, et cette solution ne bougera pas. Donc on a un grand intérêt à ce que l'environnement qu'on a utilisé pendant l'apprentissage en laboratoire soit représentatif de l'environnement dans lequel seront déployés nos robots. Dans beaucoup de situations, ça ne pose pas de problème. On a optimisé les paramètres d'une fonction et ça s'arrête là. Cette fonction, elle reste toujours identique. Ensuite, nos
dans le cas de nos robots, dans beaucoup de situations, s'il s'agit d'apprendre à faire des mouvements par cœur pour saisir des objets et les mettre dans une boîte, eh bien, il faudra garantir que le cahier des charges de l'endroit où ils opèrent soit bien respecté. Mais on fait cette hypothèse de stationnarité de l'environnement, ou plutôt d'environnement statique. Ensuite, alors je vais faire une transition parce qu'il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'environnement est dynamique? En gros, on ne peut pas avoir cette première phase d'apprentissage, d'optimisation, puis ensuite une deuxième phase où on utilise effectivement une solution. Qu'est-ce qui se passe quand en fait on a tout le temps besoin d'apprendre, quand l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter parce que l'environnement, lui, n'est pas stationnaire, peut changer au cours du temps. Éventuellement, même la tâche peut changer au cours du temps. Et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Alors avant de passer sur cette deuxième partie, je vais répondre à une question qui est posée sur mon code est-il open? Oui, les codes sont open sur les articles qu'on publie. Les codes, on peut les demander s'ils ne sont pas déjà disponibles sur GitHub ou des plateformes dédiées. Le simulateur dont que j'utilise pour vous montrer les expériences que vous verrez tout à l'heure est aussi disponible et d'ailleurs n'est pas utilisé que par nous. Je l'ai développé il y a une dizaine d'années. Il y a plusieurs groupes qui l'utilisent. Vous êtes tout à fait libre de l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est un simulateur qui est fait en C++, qui est fait pour être rapide, mais on a aussi développé une manière de l'utiliser en Python. Alors, ce n'est pas encore tout à fait diffusé, parce qu'on est en train de le finir, mais d'ici 2 mois, ce sera disponible. Si vous êtes familier de Python, qui est un langage de programmation qui est très puissant et très accessible, voilà, sachez qu'on a un simulateur accessible en Python pour faire des expériences. La deuxième chose, pour revenir plus à ce modèle-là, je veux insister sur une chose particulière, sur un élément particulier, c'est que les algorithmes d'évolution artificielle, quand on parle de solution candidate, une solution candidate, ça décrit donc une possibilité pour résoudre le problème. Et on a des populations de solutions candidates. Ces solutions candidates sont en compétition les unes avec les autres, et à la fin, on n'en sélectionnera qu'une. Cette notion de population, au niveau de l'algorithme, n'a rien à voir avec la population de robots qu'on peut voir par exemple sur l'image qui est à droite. Là, à droite, on a une population de robots, mais peut-être que tous ces robots, en fait, sont programmés avec une fonction de contrôle qui est identique. Et la solution candidate ici, c'est la fonction de contrôle qu'on va dupliquer sur chacun de ces robots. Alors, dans d'autres cas, on peut avoir une autre situation où nos solutions candidates, dans l'algorithme, vont coder chacune pour comment va se comporter un robot dans l'essaim de robots. Et auquel cas, là, il y aura à la fois une population de solutions candidates qui permettra de programmer une population de robots. Et donc, vous voyez, il y a une grande différence entre l'usage de ces deux termes de population. On peut avoir une population de beaucoup de solutions candidates qui ne codent chacune que pour l'ensemble d'un essaim de robots, ou l'inverse, on peut avoir une seule solution candidate. Il y a des algorithmes où on ne maintient qu'une population d'une seule candidate qu'on va essayer d'améliorer au cours du temps, et cette solution candidate peut coder pour énormément de clones dans un essaim de robots. Donc n'hésitez pas si vous avez une question non plus, là, mais ce qu'il faut voir, c'est que notre solution, ça peut être un essaim de robots avec une seule fonction de contrôle qui a été dupliquée sur chacun des robots, et chacun des robots agirait de la même manière que les autres dans la même situation, et de manière différente s'il est exposé à des situations différentes, bien sûr. Alors, maintenant, si on prend le cas de robots qui se promènent dans un environnement ouvert, dans un environnement qui ressemble au nôtre, le problème, c'est qu'on a notre boîte de robots, on arrive dans cette pièce, on arrive sur Mars, on arrive sous la mer, on arrive dans un entrepôt, on ouvre la boîte, et là, on n'a aucune idée de savoir comment est-ce que ces robots peuvent s'adapter. Ou en tout cas, on ne le savait pas avant d'ouvrir la boîte, avant d'arriver à cet endroit précis. Et ce qu'on veut, c'est que nos robots puissent s'adapter, donc ils vont être obligés d'apprendre, de continuer à apprendre dans cet environnement-là. Et là, ça va poser plusieurs problèmes. Alors, ça va poser plusieurs problèmes en fonction de contraintes techniques, en fonction de ce qu'on savait aussi avant d'arriver à l'endroit où l'on déploie nos robots. Ou peut-être qu'on peut leur donner des éléments pour accélérer leur apprentissage. Mais nous, on va s'intéresser au cas où, quand on ouvre la boîte, on découvre quelque chose de nouveau. Et ça veut dire qu'il va falloir que ces robots soient capables d'apprendre. Et plus que ça, on va s'intéresser au cas où les robots vont être limités dans leur capacité de communication et de calcul. Alors, une capacité de communication, simplement, je ne peux communiquer qu'avec mes voisins, et ça, c'est une hypothèse qui est très fréquente. Déjà, nous, en tant qu'humains, on communique
pas avec l'ensemble des humains sur Terre, bien sûr. On peut le retrouver aussi sur Internet, là, pour que je vous parle et qu'on communique. En fait, ma machine est connectée à beaucoup de machines qui arrivent jusqu'à vous, et je ne peux pas parler à la planète entière, bien sûr. Il y a tout un système de routage de paquets qui se fait entre ma maison et mon ordinateur et vos ordinateurs. Ces chemins, en fait, sont tout le temps en train de se reconfigurer. Simplement, Internet est tellement vaste, tellement grand, qu'aucune machine n'a la capacité computationnelle ou de communication pour contrôler quels sont les chemins les plus courts pour envoyer des paquets d'un site A à un site B. Donc, c'est fondamentalement distribué Internet, comme notre communication, comme la robotique en est ça. Et pour le calcul, pareil, nous avons des machines extrêmement puissantes connectées à Internet, mais aucune machine n'est suffisamment puissante et rapide pour coordonner l'ensemble d'Internet. C'est fondamentalement distribué. Donc là, c'est une comparaison qui est assez représentative quand même, dans le sens où, avec un essaim de robots, on va s'attendre à avoir donc, des robots capables de communiquer avec leurs voisins, capables de faire un certain nombre de calculs, mais où le monde se déroule trop vite devant leurs yeux pour être capable d'en construire un modèle à chaque seconde. Donc la question, c'est comment fabriquer ces algorithmes qui vont être en ligne, dans le sens où ils ne s'arrêtent jamais, et distribués, dans le sens où, comme les robots ne peuvent pas tous communiquer les uns avec les autres à un moment donné, il faut qu'ils puissent résoudre collectivement, mais de manière distribuée, les problèmes qui se posent à eux. Alors, là, je fais une redite, mais c'est vraiment pour clarifier la classe de problème. On est face à un environnement qui est ouvert. L'environnement n'est pas connu au départ. Il peut changer ensuite, une fois qu'on a commencé à y être. Il n'y a pas de superviseur qui soit disponible. Les robots doivent vraiment se débrouiller par eux-mêmes, donc apprendre au même temps qu'ils bougent. Dans certains cas, ça peut être plus ou moins difficile d'ailleurs. On a une définition de l'objectif qui est de haut niveau. On va retrouver en fait le fait qu'on est dans une situation où on peut avoir une mesure de la qualité du comportement des robots, mais qui ne donne pas beaucoup d'informations sur comment l'améliorer. Par exemple, on cherche à ramasser des objets, on a juste le compte du nombre d'objets qu'on a ramassés. On cherche à s'approcher d'un lieu particulier, on connaît juste sa distance euclidienne, alors qu'il y a un labyrinthe entre notre position et la position de la cible. Et on a donc cette capacité de communication et de calcul qui est limitée. Alors, comment faire? Alors, pour cela, je vais vous décrire un algorithme simple qui est très représentatif des algorithmes qui permettent d'aborder cette classe-là. Alors, on va aussi un petit peu prendre du recul par rapport aux méthodes d'optimisation dont j'ai parlé jusqu'ici. On va être vers quelque chose qui va plus peut-être vous parler aussi sur tout ce qui est apprentissage social, diffusion d'informations dans un réseau d'individus. Donc, cet algorithme, pour commencer, on va faire l'hypothèse qu'on a une fonction de contrôle qui est simple. Donc, aussi en écho avec la question précédente, là, je vous parle en fait de réseau de neurones artificiels, mais on pourrait imaginer que ce qui contrôle un robot, c'est quelque chose de radicalement différent. Mais restons avec un réseau de neurones artificiels extrêmement simple. Il se trouve que c'est très pratique, très facile à implémenter, et que c'est très facile aussi d'apprendre sur un réseau de neurones. C'est ce qui fait d'ailleurs leur succès actuellement. D'un côté, on a des paramètres de contrôle qui, ici, vont être définis comme les lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Enfin, ça va être des variables qui vont être définies dans R, donc c'est une valeur réelle, positive ou négative, pour chacune de ces 8 variables. Généralement, on va noter ça θ, mais peu importe, c'est un vecteur de valeurs réelles. Ces valeurs, on va les utiliser pour initialiser la fonction de contrôle du robot, qui là, dans la deuxième case, va être donc le fait de définir les valeurs du moteur droit et du moteur gauche en fonction des entrées sensorielles, les IR, qui sont des infrarouges, qui en fait renvoient la distance à l'obstacle, et des paramètres qui étaient définis précédemment. Et donc là, ce que vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs droit et gauche sont définis comme une combinaison linéaire des entrées sensorielles, les infrarouges, pondérées par donc les variables A, B, C, D, E, auxquelles on applique une tangente hyperbolique. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste pour mettre les sorties motrices entre -1 et 1. C'est aussi une manière de dire que c'est un réseau de neurones, dans le sens où un réseau de neurones, c'est une combinaison linéaire, enfin, c'est une fonction non linéaire appliquée à la combinaison pondérée des entrées. Donc, ici, si je change les valeurs de A, B, C, D, etc., eh bien, je vais avoir un robot qui va se comporter de manière différente en fonction
de ce qu'il va rencontrer. Enfin, pour des valeurs différentes de A, B, C, D, je vais avoir deux robots qui feront des choses différentes. Je vois une question, les paramètres de contrôle, ce sont des poids seulement, comme c'est le cas dans un réseau neuronal? Oui, c'est exactement ça. Ici, en fait, ce que je vous montre, c'est un réseau de neurones. Ce que vous voyez ici, dans cette boîte-là, c'est vraiment, ce sont deux réseaux de neurones, un qui définit en fait quelle est la valeur du moteur 1 et l'autre la valeur du moteur 2. Et ce sont des réseaux de neurones extraordinairement simples, il n'y a pas plus simple à vrai dire, parce qu'il n'y a pas de couche cachée, ce qu'on a souvent dans les réseaux de neurones. C'est vraiment une combinaison linéaire des entrées auxquelles on applique une fonction non linéaire. Et ce qu'on voit ici, c'est que J et E, ici, sont les biais du réseau de neurones, si vous avez l'habitude des réseaux de neurones. Donc, effectivement, on sait que quand on change les paramètres, là, ici en rouge, du réseau de neurones ici, enfin, de ces deux réseaux de neurones, les sorties vont être différentes. Ce qui fait que pour des paramètres différents, des jeux de paramètres différents, ce robot fera des choses totalement différentes. Et le but, c'est de trouver quels sont les bons paramètres pour avoir la meilleure réponse possible par rapport à notre objectif. Clairement, si notre but c'est de se cogner au mur, les paramètres vont être très très différents de si notre but c'est d'éviter les murs. Sauf qu'au début, on ne sait pas quelles sont les bonnes valeurs de paramètres. Et dans notre cas donc, de robotique en essaim adaptative, on va utiliser un algorithme d'évolution artificielle pour essayer de trouver ces paramètres-là. Sauf que comme nos robots sont tous séparés les uns des autres et ne peuvent communiquer que quand ils sont proches les uns des autres, et c'est ce qu'on voit ici entre ces deux robots, donc on appelle ça du mating, un échange d'informations lorsqu'ils sont près les uns des autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner un algorithme simplifié d'évolution artificielle dans chacun des robots. On va retrouver ces notions d'évaluation. Donc l'évaluation, c'est évaluer en fait les paramètres de contrôle qui sont actuellement actifs sur ce robot. Donc ce qui paramétrise les réseaux de neurones qui permettent d'avoir les valeurs des moteurs gauche et droit. Puis on va sélectionner, alors là, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, on va sélectionner en fait le jeu de paramètres qui est le meilleur au sens de des jeux de paramètres qui ont été reçus depuis les autres individus, depuis mes voisins. Puis je vais appliquer quelques variations, construire un nouveau jeu de paramètres et l'utiliser ensuite et recommencer. Donc là, en fait, j'ai un système qui est vraiment un algorithme d'évolution artificielle très très classique, avec la subtilité par rapport à l'implémentation classique, que je vais distinguer un jeu de paramètres actif et un réservoir de jeux de paramètres que j'ai reçu de mes voisins. Je vais faire une sélection faite uniquement sur ce que j'ai reçu. Alors, je vois une question, ce n'est pas vraiment un algorithme de feature selection dans le sens où ici, dans cet exemple-là en tout cas, ce que je fais, c'est que je ne casse pas mes jeux de paramètres. Un jeu de paramètres est utilisé par un robot et quand il croise un autre robot, il le transfère intégralement. Et ensuite, l'autre robot va donc le stocker jusqu'au moment où il va en fait sélectionner un des jeux de paramètres reçus par un robot qu'il a rencontré. Alors, ça ressemble quand même à une sélection. Là, on a bien une sélection et on a une diffusion des jeux de paramètres dans le graphe. Feature selection, on l'utiliserait plutôt pour dire qu'effectivement, on va sélectionner une sous-partie d'un jeu de paramètres, ce qui peut se produire dans certains cas, mais je n'aurai pas le temps d'aborder un autre algorithme d'apprentissage qui fait effectivement quelque chose qui s'y apparente. On essaye en fait de recombiner ce qu'il y a de meilleur dans chacun des jeux de paramètres. Alors, les paramètres de contrôle donc, peuvent être manipulés. Ici, ils sont utilisés enfin, c'est ce qu'on apprend. Ils peuvent être envoyés, ils peuvent être reçus. La fonction de contrôle, le robot contrôleur, le contrôleur robotique, la fonction de contrôle prend ces paramètres pour ensuite faire bouger le robot. Et ensuite, donc là, l'émission et la réception sont bien limitées par le diamètre de communication. Alors, si on fait tourner ça, on a plusieurs robots. Ici, on va suivre le robot rouge. Il se promène dans l'environnement, il prend des objets. On définit qu'ici, la fonction objectif consiste à maximiser le nombre d'objets qui ont été ramassés, ce qu'on appelle du fourragement. C'est ce que font les fourmis, c'est ce que font beaucoup d'animaux. C'est du ramassage de balles. Puis, au bout d'un certain temps, qui va être arbitrairement fixé ici, on va faire une itération de l'algorithme. Donc là, ce qu'on a fait dans ces 4 images-là au cours du temps, c'est simplement qu'on fait tourner la fonction de contrôle qui est paramétrée par θ. Puis, au bout d'un certain temps, quand on a fait tourner cette fonction-là, on a une estimation de la qualité de ce robot-là. Et les paramètres de contrôle de ce robot-là ont été diffusés dans la population au fur et à mesure des rencontres. Ici, rouge, ce robot rouge a envoyé
son information au robot vert qui est ici, puis ensuite au robot bleu qui est ici. Et ces robots, ces 3 robots, au départ, en fait, bougent un petit peu au hasard, au gré de l'initialisation au hasard qui a été faite sur chacun des robots. Mais il se trouve que, par hasard, toujours, certains de ces robots vont être meilleurs que les autres. D'ailleurs, le rouge ici a l'air d'être plus efficace pour récupérer des objets, et le bleu, lui, qui va directement dans le mur, n'a pas l'air si efficace que ça. Et à ce moment-là, donc, on va faire une itération de l'algorithme. Donc, à ce moment-là, première étape, on va effacer le jeu de paramètres qui était actif dans ce robot-là. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Puis ensuite, on va regarder dans le réservoir des jeux de paramètres qui ont été reçus et sélectionner le meilleur, par exemple, ou avec une certaine probabilité ou de manière déterministe. Donc là, j'ai sélectionné un nouveau jeu de paramètres. Puis, je vais appliquer des variations pour créer un jeu de paramètres légèrement différent, mais quand même biaisé par le fait que je suis parti du meilleur des jeux de paramètres que j'avais récupérés. Puis, je vais, à partir de ce moment-là, utiliser ce nouveau jeu de paramètres nouvellement créé comme jeu de paramètres actif. Et puis, je vais recommencer. Alors, vous pouvez me poser des questions. Une question qui est fréquemment posée ici, c'est pourquoi est-ce que je vais oublier mon jeu de paramètres qui était actif jusqu'ici? Vous voyez, pourquoi est-ce que j'oublie alors que potentiellement, il est meilleur que tous les jeux de paramètres que j'ai pu récupérer en rencontrant mes voisins? Alors, on fait ça parce que ce qu'on souhaite, c'est obtenir un jeu de paramètres qui soit à la fois bon pour la tâche, mais qui aussi participe au fonctionnement de l'algorithme. Et si un robot est très efficace, ou même pas très efficace, il lui suffit d'apprendre à se tenir loin de tous les autres pour ne plus en fait, oublier son propre jeu de paramètres. C'est-à-dire que jouer le solitaire, être loin des autres, est le meilleur moyen de ne pas être en compétition avec les autres. Ensuite, je vais prendre 2 questions qui sont dans le chat. Donc, le problème, est-ce que c'est un problème multi-objectif? Alors, j'hésite à vous répondre. Du point de vue ingénierie, ce n'est pas un problème multi-objectif ici, puisqu'on a en fait uniquement la tâche de fourragement. Et je vais retenir ma réponse parce que là, je vous dis non, mais dans 2 slides, je vous dirai oui. Donc, reposez-moi la question, et je préfère vous présenter les slides pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui est caché là-dedans. Et c'est probablement ce que vous avez senti. Ensuite, la deuxième question, les algorithmes de la fonction objectif sont des algorithmes de programmation dynamique? Alors non, ce sont vraiment, il n'y a pas plus qu'il y a dans ce slide. C'est-à-dire l'algorithme, c'est vraiment, j'ai un réservoir de jeux de paramètres, j'ai un jeu de paramètres que j'utilise pour ma fonction de contrôle, je l'efface, ce jeu de paramètres, je sélectionne dans le réservoir celui qui est le mieux, j'applique une mutation gaussienne, par exemple, donc un bruit gaussien sur ces paramètres-là, puis je l'utilise comme mon nouveau jeu de paramètres actif. Donc, alors, ensuite, le débat peut être fait, c'est que derrière, ces méthodes d'optimisation par algorithme évolutionniste, ce sont des méthodes de recherche directe de politique dans le cadre de l'apprentissage par renforcement, qui généralement va utiliser de la programmation dynamique. Mais ce n'est justement pas le cas de ces algorithmes-là. En gros, ces algorithmes, ils utilisent une recherche aveugle combinée avec une sélection et des variations pour faire la même chose. C'est juste que le moyen est différent. Alors, pour continuer aussi, en fait, si vous voyez vos robots, alors là, ce que je montre en colonne, c'est des pas de temps de l'algorithme, donc c'est comme des moments où on regarde la population et on regarde en fait qui sont les ancêtres des individus au niveau de la population à chaque pas de temps. Ce qu'on voit en ligne, en fait, c'est un certain nombre de robots, donc là, j'en dessine 7, hein, et comme l'exemple précédent, je montrais 3 robots, mais souvent, ce sont des algorithmes qu'on fait tourner avec des centaines de robots, des centaines, voire des milliers. Souvent, quand on fait des expériences, on met 200 robots parce qu'il y a des problèmes qui arrivent quand on a des petites tailles de population. C'est un autre problème, mais on n'a pas de problème à avoir beaucoup de robots. Et là, ce que je vous montre, en fait, c'est qu'à la génération de T, vous voyez, vous avez ce robot. Alors, je montre son jeu de paramètres comme étant en rouge. Il va être altéré par les variations au cours du temps, mais on veut juste regarder sa traçabilité. Alors là, il y a une petite erreur, ça devrait être légèrement grisé, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, ce qu'on regarde, ce que je vais vous montrer ici, c'est que tous les individus d'une population, après une certaine génération, en fait, souvent viennent du même ancêtre. Cet ancêtre, en fait, va diffuser, donc il va y avoir ce qu'on appelle une invasion dans la population d'un trait particulier. Et là, si vous avez fait des génétiques des populations, souvent je montre ça, je montre ce graphe justement pour que ça fasse un écho. Ici, on a carrément
une invasion de population par un trait qui est particulier, sauf que ce trait est carrément un ensemble de jeux de paramètres, et pas juste un des paramètres, un trait particulier, et, et donc ce trait envahit la population. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à la génération précédente, on aurait pu s'arrêter là et avoir quelque chose qui ressemble à ça et qui est stable. Parce qu'on peut tout à fait avoir du polymorphisme génétique, c'est-à-dire la coexistence de deux stratégies de comportement dans une population, simplement parce que ces deux stratégies sont à l'équilibre. Ce sont des choses qu'on observe dans certains cas, dans des cas de coopération. Ça dépend de l'environnement, vraiment. Et ça ne change pas l'algorithme. L'algorithme est le même, mais il peut converger vers un polymorphisme génétique. Et dans la plupart des cas, en tout cas dans ce qu'on fait, souvent c'est plutôt monomorphique, c'est-à-dire qu'on a un trait qui envahit la population, sachant qu'ici, il ne faut pas se laisser abuser par le fait que tous ces individus ont la même couleur. En réalité, on n'a pas le même jeu de paramètres dupliqué, on a des jeux de paramètres qui commencent à diverger du fait du bruit gaussien. Si on coupe les variations, ce qu'on voit, c'est effectivement la convergence vers un trait particulier et une population qui est homogène et stable. Si on ne coupe pas les variations, là, cet effet qu'on observe ici va se reproduire et à nouveau, un individu va envahir la population jusqu'au moment où il y aura une dérive génétique parce qu'aucun individu ne sera meilleur que les autres et donc qui sera, en fait, ils varieront autour du point d'équilibre. L'autre chose aussi qui est intéressante à dire sur ce transparent, c'est qu'on observe ici se pose une question, qu'est-ce que c'est en fait l'atome de sélection? Qu'est-ce que c'est que l'individu? Par défaut, un roboticien va dire le robot. On va voir qu'un robot en fait est meilleur que les autres. Ce qui est meilleur que les autres, c'est pas le robot, c'est sa fonction de contrôle, c'est son paramètre, c'est son paramétrage particulier. Et un jeu de paramètres, en fait, c'est là qu'on voit le véritable individu. Un jeu de paramètres qui est efficace va se diffuser dans la population. Et de ce point de vue-là, le robot, ce n'est jamais qu'une ressource. La pression à la sélection, elle va s'exercer pour envahir en fait l'ensemble des ressources. Donc ça pose des questions intéressantes sur quel est le niveau de la sélection et quel est aussi le point de sélection. Vous voyez, si vous connaissez la notion du gène égoïste de Richard Dawkins, la notion de gène, en fait, telle qu'il a utilisée, ce n'est pas le gène biologique. Le gène, c'est l'atome de sélection. Et ici, l'atome de sélection, dans cet algorithme-là, c'est un jeu de paramètres entier. Et les robots ne sont jamais qu'une ressource, sauf que c'est une ressource qu'on peut habiter. Alors, si j'illustre aussi le comportement, et là je vais rebondir sur la question de votre collègue précédente, sur les aspects des objectifs, là ce que je fais, c'est que je regarde deux robots, bleu et jaune, et ce que je compte, c'est le nombre de fois où ces robots rencontrent d'autres robots, donc ce sont les petits, c'est représenté par les icônes qui sont tout en bas à gauche et droite, et l'icône pomme qui est juste au-dessus, en fait, permet de compter le nombre de fois que le robot bleu ou le robot jaune a récupéré un objet dans l'environnement. On est dans une tâche de fourragement. Le but, c'est de récupérer le maximum d'objets dans l'environnement. Et ce qu'on voit ici, c'est que le robot bleu a été très performant par rapport à la tâche. Il a récupéré donc 7 objets dans l'environnement, bientôt 8. Et le robot jaune, lui, par contre, il a été beaucoup moins efficace. Il a un score de 1. Par contre, il a été beaucoup plus efficace à rencontrer les autres individus. Et là, on peut se poser la question de savoir lequel des deux individus va envahir la population. Eh bien, ce n'est pas si clair, parce que l'individu bleu, à chaque fois qu'il a réussi à diffuser son jeu de paramètres, il y a une probabilité qui est supérieure à l'individu jaune d'être sélectionné. Par contre, l'individu jaune, lui, a eu beaucoup plus d'opportunités d'être diffusé. Et à chaque fois, sa probabilité d'être sélectionné sera peut-être inférieure à celle de l'individu bleu si l'individu bleu est présent. Donc en gros, l'individu jaune, en fait, montre qu'il y a une deuxième pression à la sélection. En gros, l'individu jaune, il est meilleur pour diffuser son jeu de paramètres. L'individu bleu, lui, il est meilleur pour réaliser la tâche. Et là, on voit qu'il y a deux pressions à la sélection qui sont en interaction. Si on est le meilleur pour faire une tâche mais qu'on ne rencontre personne, eh bien en fait, l'algorithme est tel que cet individu, ce jeu de paramètres va disparaître à la prochaine itération de la population. Si on est très bon pour se diffuser, eh bien là, on aura juste plus d'opportunités pour être sélectionné dans les autres robots à l'itération suivante. Et ça donc fait écho à la question qui était sur l'aspect multi-objectif. Là, on peut le voir comme un problème qui est multi-objectif. Le but, c'est de maximiser le nombre de rencontres qu'on fait et de maximiser aussi la tâche qu'on doit réaliser.
Alors, ce n'est pas non plus formulé exactement comme ça, parce que le fait de rencontrer un maximum de gens, c'est un objectif qui est implicite. Il n'est pas formulé explicitement, il n'apparaît jamais dans l'opérateur de sélection. Et ça, on peut l'étudier. On peut se poser la question de savoir comment la sélection naturelle, juste si on prend la sélection naturelle, va agir sur un essaim de robots. Et pour cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre exactement le même algorithme là et se dire simplement qu'à la deuxième étape, eh bien, plutôt que de sélectionner le meilleur jeu de paramètres que j'ai reçu de mes voisins en fonction d'une fonction objective, eh bien, je vais simplement en choisir un au hasard. Et là, la subtilité, le point important, c'est qu'il n'y a plus de tâche qui est définie ici. C'est là où on quitte l'ingénierie. Et c'est là où on va se poser des questions de comment ce système collectif va se comporter dynamiquement au cours du temps. Il n'y a plus de pression à la sélection par rapport à une tâche, mais il reste cette pression de sélection par rapport à la diffusion. Et ça, si on le fait tourner, alors là, je ne vais pas vous montrer une illustration, je vais vous montrer une expérience réelle qu'on a menée sur des robots Epoch. Donc, ce sont des petits robots qui font à peu près la taille de cette tasse-là. Vous voyez, c'est une tasse où je mets du café. Eh bien, ces robots ont des senseurs de proximité, font tourner exactement l'algorithme que je vous ai décrit là. Il n'y a pas de magie, hein, c'est un algorithme dans cette Epoch qui prend une dizaine de lignes de C à être programmé. Il n'y a vraiment pas de magie, pas plus que ça. Et ces robots donc, sont capables de percevoir dans ce voisinage-là les obstacles, de manière assez mauvaise d'ailleurs, parce que les capteurs sont très mauvais, et de communiquer dans ce voisinage-là aussi. Avec une incertitude, une petite incertitude dans le sens où matériellement, il y a plein de problèmes, hein, c'est de la robotique réelle. Tous ces robots, par contre, ont une connaissance qui est la position de ce repère-là. Ce repère, chaque robot connaît sa distance et son orientation par rapport à ce repère. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de tâche particulière, hein, ici, il n'y a pas de fonction objective, et on regarde ce qu'il se passe. Et ce qui se passe, c'est que ces robots, au début, bougent au hasard, et assez rapidement, certains robots en fait, vont se retrouver collés à cet objet-là. Ce qui est vraiment, au départ, a priori, le fruit du hasard. Donc vous voyez, ça fait un agrégat ici. Alors on les laisse un peu tourner, il y a beaucoup de bruit, donc il y en a qui se perdent. Et on bouge l'objet, ensuite on bouge ce repère pour voir si effectivement ils ont bien appris à aller vers cet objet-là, si ce n'est pas une particularité physique dans l'environnement. Donc là, il est hors de l'arène. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les robots, là, la densité de robots va se retrouver plus élevée ici. Alors, il y a peu de robots, hein. Il y a 19 robots, ce sont des expériences qui sont difficiles à faire. Par contre, elles sont répliquées, hein, donc les résultats sont certains. On a effectivement une sorte de tropisme vers cet objet-là. Et ça s'explique quand on l'observe après coup, c'est que quand vous avez des robots qui peuvent ignorer ce repère et aller n'importe où, ils se promènent dans l'environnement. Quand ils prennent en compte ce repère, ils peuvent aller soit vers le repère, et auquel cas tous les robots qui par hasard vont vers ce repère vont se retrouver collés à ce repère et vont former une sorte de famille de fonctions de contrôle qui font la même chose. Et donc une famille qui partage les mêmes jeux de paramètres. Et quand cette famille-là croise un robot qui se promène juste au hasard, on va avoir beaucoup d'individus qui diffusent la même stratégie par rapport à un seul individu qui diffuse une stratégie différente. Et donc la probabilité d'invasion dépendant du nombre de représentants d'une stratégie donnée, eh bien, on va avoir un biais vers le fait d'aller vers cet objet repère. Donc vous avez en fait un effet qui est purement dû à une particularité de l'environnement et qui provoque en fait la convergence vers un comportement particulier qui n'est pas codé au préalable. C'est vraiment dû au fait que l'environnement soit comme ça. Alors, on peut l'étendre, on l'a fait en simulation avec 4000 robots, parce que 4000 robots, ça coûterait très très cher et beaucoup de temps à mettre en place. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on retrouve le même comportement. Donc là, on a un phénomène où nos algos étant faits pour fonctionner en temps réel sur des robots en conditions réelles, eh bien, en fait, on n'a pas vraiment de problème de passage au réel parce qu'ils fonctionnent de la même manière en simulation et dans le monde réel. On peut reproduire des tests dans le but où ce qu'on étudie, c'est la capacité de généralisation de l'algorithme et non pas de généralisation de la solution. Alors là, on voit donc une expérience identique à la précédente, à ceci près que ici, on a plusieurs repères, repères qui sont placés dans l'environnement, et chaque robot en fait voit la distance et l'orientation par rapport au repère le plus proche. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on retrouve, là c'est la flèche rouge, des comportements d'agrégation au niveau des repères,
mais aussi des comportements de fuite des repères. Et c'est ce qu'on voit ici, ces petites frontières qui sont ici. Où en fait, là, on retrouve tous les robots qui simplement essayent de se tenir le plus loin possible des repères. Donc là, cette ligne-là, par exemple, sont les robots qui essaient d'éviter ce repère-là et ce repère-là. Et il se trouve que si vous essayez de fuir les repères, vous vous retrouvez au même endroit que tous les autres robots qui essayent de fuir les repères. Et ça, c'est une famille de comportements qui est très solide. Et en l'occurrence, ça ressemble à des frontières de Voronoi, hein, pour ceux qui sont familiers avec cela. Et ce qu'on voit aussi, là, c'est qu'on a des robots qui, en fait, suivent les murs. Alors, on le verrait mieux si c'était une vidéo, hein, mais en gros, on a des robots suiveurs de murs, ici, qui aussi permet à des robots qui ont les mêmes stratégies d'exister sur quelque chose qui, là, est monodimensionnel, puisqu'ils sont juste sur la ligne du mur. Alors, je vois qu'il est 17h37. Alors, j'ai une question. Alors, à quel point on peut se fier à une interprétation d'un comportement qui émerge vers ces éléments? Alors, ce n'est pas du PSO, attention. Nos robots, en fait, bougent vraiment physiquement dans l'environnement. Et, en fait, on fait vraiment de l'optimisation d'un jeu de paramètres sur chacune de ces particules séparées les unes des autres. Avec un PSO, on pourrait peut-être obtenir la même chose, mais il faudrait qu'on ait un algorithme qui soit centralisé ici. C'est-à-dire qu'on placerait chacune des particules dans l'environnement. Ici, il n'y a aucune garantie que nos particules soient séparées les unes des autres. Alors, en fait, effectivement, ça peut ressembler à un PSO qui est distribué. Il se trouve que les PSO, les Particle Swarm Optimization et les algorithmes d'évolution artificielle, comme le Differential Evolution, aussi un autre type d'algorithme comme ça, sont globalement assez similaires dans leur fonctionnement, dans le cœur de leur fonctionnement. D'ailleurs, pour les gens qui font du black box optimisation, enfin de l'optimisation boîte noire, hein, ces algorithmes-là, quand on les déconstruit, en fait, se retrouvent à avoir des grandes similarités. On retrouve des principes qui se retrouvent chez PSO, aussi dans Differential Evolution. Et certains de ces algorithmes, comme PSO, ont des particularités qui, parce qu'elles étaient intéressantes, ont été ensuite réintégrées sur du Differential Evolution ou de l'évolution artificielle. Ensuite, j'ai une autre question. Concernant là, Nicolas, je Oui. ne sais pas si j'ai oublié de te dire ce que j'ai dit à tous les autres conférenciers. Si on fait comme toi et on accepte les questions au fur et à mesure que... alors, il n'y a pas vraiment une limite. On peut... tu continues et puis quand tu es à bout de souffle, on arrête. Ce qui est normalement... Ouais, quand vous êtes à bout de souffle, je vais faire comme ça, mais quand vous êtes à bout de souffle, vous aussi, dites-le moi dans le chat. Et je vais essayer de ne pas durer trop longtemps. Je pense que j'en ai pour 20 minutes maximum encore. Voilà, n'hésitez pas à m'arrêter non plus. Je ne veux pas non plus prendre toute votre après-midi. Ou votre matinée, pardon. Il est quelle heure chez vous? Il est 11h40? Il est 11h40, exactement. D'accord. Je vais essayer de vous libérer à midi pour aller manger alors. N'hésitez pas à me rappeler si j'y arrive pas. Donc, merci pour la précision. Donc, je reprends. Donc, une deuxième question, c'était est-ce qu'il y a des hypothèses qui sont faites sur les vitesses des robots? Non, il n'y a pas d'hypothèse. La vitesse du robot est aussi modulée par le réseau de neurones. Donc, je le remontre ici. Vous voyez ici, en fait, ce que je décris, c'est vraiment exactement ce qui sort et ce qui rentre. Ce qui est en entrée, ce sont donc 8 senseurs de distance infrarouge qui, généralement, n'étaient pas très bons, renvoyaient en fait la présence d'un obstacle quand il arrivait à moins de 2 cm et qui étaient vraiment binaires, en fait, plutôt que continus, du fait de la faible qualité des senseurs infrarouges. On a 8 bumpers, donc, qui sont des senseurs de contact. Donc, physiquement, quand il y a un contact, ils s'activent. Donc, ça fait 16 entrées du réseau de neurones qui sont des entrées entre 0 et 1, et qui en fait souvent étaient soit 0, soit 1. On a une orientation par rapport au repère et une distance, là qui était une orientation en degrés et une distance. Alors, c'est des centimètres, mais ce qui compte, c'est que la distance, c'est la dérivée de la distance qui va être intéressante. Enfin, le fait d'aller vers la distance ou pas. Et en l'occurrence, la distance, d'ailleurs, on peut même la supprimer, elle ne sert à rien dans ces expériences. Les robots choisissent soit d'aller vers le landmark, le repère, donc s'orientent à 0 degré, soit essayent de le fuir, soit en fait coupent les connexions qui sont liées à ce landmark. Et en sortie, on a donc les vitesses droite et gauche. Donc là, on va moduler la vitesse de translation et de rotation en fonction de la vitesse droite et de gauche, c'est du contrôle différentiel. Donc pas d'hypothèse sur ces aspects-là. Et le perceptron qui était ici, c'était aussi un perceptron sans couche cachée, donc très très simple. Pour une raison simple, c'est que ces robots-là sont très limités, on n'a pas beaucoup de mémoire.
Donc là, on a 38 paramètres qui sont ces informations-là, et les deux sorties. Donc là, les 16, 17, 18 fois 2. Et en fait, un neurone de biais qui n'est pas mentionné ici, qui est classique en réseau de neurones. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand l'environnement n'est pas stationnaire? Donc là, je vais changer d'expérience et je vais rester par contre en simulation, dans le sens où méthodologiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait parfois des expériences sur robots réels pour garantir qu'il n'y a pas justement un artefact de notre modèle simulé qui ferait que nos résultats sont moins généraux que ce qu'on pense. Et ensuite, on fait beaucoup d'expériences en simulation parce qu'on essaie de reproduire énormément de variations sur les conditions expérimentales pour étudier la sensibilité aux paramètres. Et là, on utilise des clusters et de la simulation très, très rapide. Alors ensuite, donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'environnement est non stationnaire, quand l'environnement change? Alors là, je vous montre juste des traces de comportement de 3 robots dans une expérience où ce qu'on a pris, on fait des batchs de 100 robots, on a une population de 100 robots, et on laisse l'algorithme que je vous ai décrit précédemment tourner jusqu'au moment où on a convergé vers une solution qui est stable. On n'a pas d'amélioration de la qualité. Donc là, on est dans un cas où on n'a pas de fonction objectif, on n'a pas de tâches à réaliser, on a des petites alors en bleu, ce sont les traces des robots, les carrés représentent l'endroit d'où le robot part, et on a des obstacles qui sont en noir, et en jaune-orange, ici, on a des points des objets qui, quand on les touche, ils disparaissent, et c'est tout. Ces objets n'apportent aucun avantage, ils ne gênent pas non plus, ils disparaissent, ils n'offrent pas une résistance physique. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que quand on fait une expérience où il n'y a pas de contrainte énergétique, pas de contrainte quelle qu'elle soit, on voit des robots qui vont se promener plus ou moins, ne restent pas à la même place, se diffusent plus ou moins dans l'environnement. Et ensuite, on fait une autre expérience où là, ce qu'on considère, c'est que ces points jaunes vont avoir vont avoir un rôle. On considère que nos robots maintenant ont un besoin énergétique et que donc l'énergie du robot va décroître au cours du temps, et que l'énergie du robot peut être réaugmentée lorsque le robot passe sur une de ces billes oranges. Alors donc on a un niveau d'énergie, là, donc ce qu'on voit, c'est à nouveau les traces, et ce qu'on observe, c'est que les stratégies comportementales des robots sont différentes de ce qu'il y a précédemment. On l'a validé, bien sûr, sur beaucoup de réplications. On observe que nos robots bougent beaucoup plus, se déplacent sur des beaucoup plus grandes distances dans l'environnement. Et la raison est simplement qu'ici, il y a un intérêt à aller récupérer les points d'énergie pour survivre. Alors là, on voit que 3 robots, mais rappelez-vous qu'il y a 100 robots en réalité. Donc, il n'est pas nécessaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait sur la précédente expérience, il n'est pas nécessaire de bouger beaucoup pour rencontrer des partenaires. Ici, ça suffisait pour que l'algorithme arrive à une solution où chaque robot est tout à fait capable de rencontrer suffisamment d'autres individus pour avoir du matériel en termes de jeu de paramètres pour pouvoir continuer à vivre. C'est-à-dire que le robot s'arrête que s'il ne rencontre personne. Ici. Là, ce n'est pas le cas. Et ici, j'insiste aussi sur une chose, c'est que nous n'avons pas de fonction objectif à nouveau. La dépendance à l'énergie est uniquement modélisée par le fait que lorsque le robot n'a plus d'énergie, il s'arrête. Mais si le robot prend de l'énergie, simplement, ça va lui donner une plus longue vie qui lui permettra de rencontrer plus d'autres individus et de diffuser son jeu de paramètres à à une plus grande partie de la population. Mais nulle part, ça c'est dit. C'est-à-dire que l'algorithme n'a pas été changé du tout entre l'expérience précédente et celle-là. On regarde quel résultat comportemental on obtient, étant donné des conditions environnementales différentes. On est sur un cas vraiment d'écologie et d'évolution, en fait, ici. Et en l'occurrence, ces deux expériences, en fait, ce n'est qu'une expérience. Ce que nous avions fait en fait, à l'époque, c'est de regarder justement qu'est-ce qui se passait quand on changeait la nature de l'environnement. Donc, vous voyez, dans une première phase, là, c'est le nombre d'agents actifs, donc le nombre d'agents qui peuvent bouger soit parce qu'ils ont rencontré un autre individu, soit dans la deuxième partie parce qu'ils ont rencontré un individu et qu'ils ont récupéré suffisamment d'énergie pour continuer à bouger. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les stratégies au début de la simulation, ça c'est un nombre de générations, le temps. Ce qu'on voit ici, c'est que le nombre d'individus
qu'on appelle actifs, qui ont réussi à diffuser leur jeu de paramètres au moins une fois, va rapidement augmenter pour stagner jusqu'à une population de 100 individus où tous les individus ont une stratégie qui permet de rencontrer les autres individus. Puis là, abruptement, on change, nous, expérimentateurs, les conditions environnementales, et soudain, l'énergie devient nécessaire. Il faut récupérer ces petites boîtes oranges. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on observe effectivement un effondrement et ensuite une réaugmentation du nombre d'individus actifs, simplement parce qu'après l'effondrement, déjà, ça devient plus facile de récupérer des points d'énergie parce qu'on est moins nombreux, il y a beaucoup de robots qui sont arrêtés, qui ensuite sont redémarrés au fur et à mesure des échanges d'informations. Et ensuite, on converge vers un état stable où là, on a la moitié de la population qui est capable de se déplacer. Donc là, ce que je ne montre pas ici, c'est une réponse à des questions que vous pourriez tout à fait poser. La première chose, c'est que ici, on compare, on atteint en fait une stabilité à 50% de la population, simplement parce qu'on a artificiellement forcé le fait que l'énergie disponible dans l'environnement ne permettait de survivre ne permettait qu'à la moitié de la population de survivre. La raison derrière, c'est qu'on voulait que ce soit très compétitif, tout simplement. La deuxième raison, c'est qu'on voulait étudier aussi des problèmes de partage d'énergie, dont je ne vais pas avoir le temps de vous parler là, où on a regardé en fait quels étaient les compromis en termes de partage, de sacrifice en fait dans la population, et regarder en particulier à quel point les conditions de fluidité de la population, à quel point une population mélangée va être moins altruiste qu'une population qui en fait est très visqueuse. Et ça, c'est des choses qu'on connaît en biologie. On sait que quand l'environnement est visqueux et qu'on a toujours les mêmes voisins, en fait, nos voisins rapidement, au fur et à mesure des générations, ont un fort degré d'apparentement avec nous-mêmes par rapport à ceux qui sont loin. Et donc, il peut y avoir des mécanismes de partage de ressources. C'est typiquement le cas chez les bactéries. La deuxième chose que je voulais dire, oui, c'est que là, on voit une courbe d'évolution tracée au fur et à mesure de l'apprentissage, hein, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris des individus, des populations, des générations vers la fin et des générations qui étaient ici pour regarder qualitativement qu'effectivement, celles-ci avaient bien acquis une compétence qui n'existait pas ici, ni ici. Et donc là, effectivement, on a bien une gradation, l'acquisition d'une nouvelle compétence qui dépend, qui dépend du nouvel environnement. Alors, j'ai beaucoup de choses d'autres à vous dire, mais je n'aurai pas le temps. Donc, on a étudié les problématiques de compromis entre justement cette pression à la sélection qui vient de l'environnement et le fait que quand on fait de l'ingénierie, on a envie de réaliser une tâche. Et en l'occurrence, l'équilibre entre les deux n'est pas facile à traiter. On a étudié des problèmes de marché pour ces aspects-là, de système d'enchères. On a étudié des problèmes de spécialisation, justement pour observer est-ce que ces algorithmes-là étaient capables de faire du polymorphisme génétique, de faire coexister dans une population des stratégies différentes. Alors c'est le cas, mais c'est souvent le cas quand les populations sont de très grande taille. Sinon, la dérive génétique fait que sur des petites populations, on n'arrive pas à maintenir des sous-populations spécialisées, quand bien même ce serait optimal au niveau de la survie de l'ensemble de la population. On s'est intéressé aussi à implémenter ces algorithmes-là sur des robots encore plus simples que ce que je vous ai montré, sur des kilobots. Pour ceux qui connaissent, ce sont des robots qui font vraiment cette taille-là, qui ont une mémoire extrêmement limitée, des capacités de communication extrêmement limitées. Donc, et là, ce qu'on a développé, ce sont des algos qui vont plus échanger justement des messages, des petits bouts de leur jeu de paramètres et pas l'ensemble des jeux de paramètres. Et en fait, ça s'apparente à de l'apprentissage social où on va échanger des petites parties d'informations et transformer peu à peu nos stratégies de comportement en fonction de ce qui a été envoyé par nos voisins, mais pas en fait cloner simplement les stratégies comportementales de nos voisins. Dans les 9 minutes qui restent pour viser midi, je voudrais juste vous parler d'expériences qu'on fait aussi, qui sont complémentaires à cela, où quand on a ces algorithmes-là, on a des populations qui sont en train d'évoluer dynamiquement au cours du temps. Et ça, ce sont des questions qu'on retrouve du côté de la biologie évolutionnaire, où on va se poser des questions de savoir comment est-ce qu'une population peut converger vers un état stable où les individus vont se coordonner avec les autres individus de la population pour réaliser une tâche, mais qui peut être tout simplement le fait de manger une proie qui va être de grande taille, simplement, enfin de chasser
collectivement une proie de grande taille, parce qu'elle va permettre de nous nourrir beaucoup mieux que si on chassait une proie de petite taille. Donc là, je vais vous montrer des résultats assez succincts sur un résumé, mais je vous mets donc les liens en bas sur les articles que nous avons publiés sur des questions d'évolution de comportement coopératif. Et ce que vous pourrez observer, c'est que ces publications, elles ne sont pas du tout faites dans le domaine de l'informatique, ni même de la robotique. Elles sont faites dans des domaines qui ont plus attrait à la biologie évolutionnaire, tout simplement, avec des méthodes bien mathématiques, bien sûr, ou agent-centrées, mais le public visé n'est pas celui d'informaticiens et biologistes. Et en même temps, les résultats qu'on obtient bénéficient vraiment à la fois, en tout cas c'est notre intention, et ça bénéficie à la fois à des gens qui s'intéressent à des problèmes de biologie de l'évolution et à des problèmes d'apprentissage pour la robotique en essaim. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est un problème qu'on appelle le stag hunt, la chasse aux cerfs, qui se représente comme ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je pense que vous êtes tous familiers du dilemme du prisonnier. La chasse aux cerfs est assez différente et elle est assez peu utilisée. Enfin, ce problème est assez peu utilisé parce qu'il est beaucoup plus simple que le dilemme du prisonnier. Vous vous souvenez, le dilemme du prisonnier, je peux soit trahir, soit coopérer. Et en fait, on s'aperçoit que c'est très intéressant. Ce qui est stable, c'est de trahir, parce que quand je coopère, si l'autre trahit, je perds tout. Je perds énormément, alors que l'autre gagne beaucoup plus à me trahir. Ce qui fait qu'il y a un équilibre qui est sous-optimal, qui est que tout le monde trahit, parce que si je dévie de ma trahison, eh bien, en réalité, je vais y perdre, tout simplement. Le stag hunt, dans ses formulations, est plus gentil. C'est-à-dire qu'on peut chasser soit un cerf, soit chasser un lapin. Et quand on chasse un lapin, on est sûr d'avoir un gain, et l'autre aussi. Et quand on chasse un cerf, on a un gain qui est bien meilleur. Et dans les deux cas, contrairement au dilemme du prisonnier, si je suis à l'équilibre où j'ai deux chasseurs qui chassent le lapin, eh bien, je n'ai pas intérêt à dévier. Donc ça, c'est comme le dilemme du prisonnier. Je n'ai pas intérêt à changer, à ne plus trahir si l'autre trahit. Par contre, quand on est tous les deux en train de chasser un cerf, j'ai aucun intérêt à dévier seul parce que je vais forcément y perdre. Je vais perdre beaucoup plus, je ne vais avoir que les gains du lapin, alors qu'en fait, j'aurais mieux fait de continuer à chasser mon cerf. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé? C'est que quand on modélise ça de manière numérique, notre choix, c'est de coopérer ou, enfin, pour chasser un cerf, enfin, plutôt, excusez-moi, je m'embrouille là. Si j'ai le choix entre chasser un cerf et chasser un lapin, eh bien, en fait, même si au départ, je chasse un lapin, la probabilité que je change de comportement en même temps que mon voisin est finalement assez élevée si je suis juste en train de choisir de jouer lapin ou cerf. Et très rapidement, en fait, on atteint quelque chose qui est très très stable. Dans une population, tous les gens vont jouer cerf, et puis quand il y en a un qui dévie, de toute façon, il va gagner moins que les autres, et donc il n'envahira pas la population. Et une population initialisée sur des joueurs, sur des chasseurs de cerfs va rester extrêmement stable. Une population initialisée sur des chasseurs de lapins va rapidement aller vers des chasseurs de cerfs, simplement parce que la probabilité que deux individus chassent cerfs au même moment va être assez élevée s'il n'y a qu'un seul trait génétique qui détermine ma cible. Et ça, c'est ce qu'on voit à gauche. C'est que quand on fait une simulation numérique, rapidement, même si on part du pire cas, qui est une population de chasseurs de lapins, eh bien, rapidement, en fait, toutes nos runs, là on voit beaucoup de runs, hein, c'est réplicable à l'infini, on observe en fait que nos populations vont toutes converger vers des chasseurs de cerfs. C'est optimal. Moi je disais lapins, mais c'est des lièvres en fait. Par contre, quand on va modéliser ça de manière un peu plus réaliste, avec ce qu'on appelle les simulations robotiques, mais qui en réalité sont des simulations agent-centrées, où nos individus vont bouger dans un environnement bidimensionnel avec un certain réalisme physique, et en l'occurrence là, on fait l'hypothèse que ce sont des robots qui vont se déplacer de manière continue dans l'environnement, alors en fait, on s'aperçoit qu'aucune expérience ne fonctionne, que l'évolution ne permet pas, ne converge pas vers des chasseurs de cerfs. Et la raison derrière, c'est qu'il est en réalité très difficile que deux individus au même moment changent radicalement de stratégie pour aller chasser une proie totalement nouvelle. Il faudrait qu'il y ait tout un tas de mutations qui se passent par hasard au même moment chez deux individus pour que ces deux individus soient des partenaires coordonnés pour accéder à la nouvelle ressource. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a publié dans PLOS Computational Biology il y a quelques années. Et derrière, ce qu'on observe, c'est que
c'est qu'il y a peut-être un problème qui est dû en fait à la formulation sous forme de théorie des jeux de ce problème-là. Et plus récemment, ce qu'on a montré, c'est que si on augmentait les capacités cognitives, alors je le dis en prenant des pincettes, hein, dans le sens où pour nous, les capacités cognitives, ça va être simplement la capacité de calcul, de formuler des stratégies complexes au niveau de nos individus. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des robots, et plutôt que d'avoir des réseaux de neurones pas très compliqués avec des couches cachées simples, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des réseaux de neurones où on était capable de produire des solutions qui étaient... excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, pardon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis en fait à nos réseaux de neurones de choisir entre deux comportements types, c'est-à-dire que chaque agent est capable de décider parmi deux comportements canoniques, qui ne sont pas forcément le fait de chasser le cerf ou chasser le lapin, hein, mais qui sont vraiment d'avoir vraiment deux comportements types qui sont déclenchables à tout moment dans la simulation. Et ce qu'on observe, c'est que quand nos individus sont capables de changer de stratégie et d'avoir des stratégies différentes les uns des autres de manière assez facile, ce qu'on observe, c'est qu'on voit l'apparition de comportements asymétriques, où souvent, certains individus vont prendre le rôle de leader et d'autres individus vont prendre le rôle de suiveur. Et quand on est dans ce cas-là, le problème de la coordination disparaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui nous suit tout le temps, pour nous, l'environnement en fait change de nature. Les opportunités dans l'environnement sont radicalement différentes comparées au moment où on était seul. Et c'est-à-dire qu'un leader, en fait, quand il va décider de changer de cible, de ne plus chasser le lièvre, mais de chasser le cerf, eh bien, ça va être totalement transparent. Il n'est pas nécessaire que le suiveur, lui, ait aussi changé son comportement. Un simple changement dans le leader va influencer à la fois le leader et le follower, le suiveur. Et c'est ce qu'on voit en fait là dessiné représenté dans ce transparent, c'est qu'on passe d'un jeu de coordination qui impliquait que deux individus changent de stratégie pour avoir un gain maximal, à un jeu en fait qui n'est plus un jeu, qui est un problème d'optimisation où un seul individu est en train d'optimiser son gain et il peut le faire simplement parce que l'autre individu est tout le temps derrière à le suivre et lui a permis en fait d'aborder l'environnement d'une manière différente. Alors, je vais m'arrêter là. Si j'arrive à retrouver ma souris, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, je vous ai parlé de plusieurs choses. Hein. Ce qui a gardé, ce que j'espère que vous garderez de ce séminaire, c'est qu'on utilise des méthodes d'évolution artificielle pour plusieurs problématiques, pour plusieurs motivations aussi. Une qui est plutôt consacrée à comprendre le vivant, avec des méthodes qui sont des méthodes d'individu centrées un petit peu particulières, où l'apprentissage est utilisé. Et d'un autre côté, une contribution à la robotique en essaim, où on essaye de fabriquer et de concevoir des algorithmes d'optimisation dans ce cas très particulier d'essaim où le calcul doit être fait de manière distribuée et en ligne. Et le fait aussi qu'il y a un lien entre les deux, dans le sens où une fois qu'on est en train d'aborder des essaims en ligne, enfin des essaims qu'ils doivent apprendre au cours de leur vie, au cours du temps, et bien en fait on est très proche de problématiques qui se posent en théorie de la biologie évolutionnaire, tout simplement. Je vous remercie de votre attention. Je vous mets un dernier slide parce que ce travail, bien sûr, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. J'ai beaucoup de collaborateurs, de doctorants qui m'ont aidé. Et donc, ils sont tous là. Merci à vous. Merci, un grand remerciement. C'était vraiment... Est-ce que tu peux, à un moment donné, enlever le slide juste pour montrer la tête des auditeurs? Alors, je vais faire ça. Je vais Ça. me lever 2 petites secondes. Je vais aller allumer la lumière chez moi. Oui. Parce que là, maintenant, il fait nuit. Je reviens. Donc, si tu arrêtes de partager, tu oui, oui. Non, j'ai pas, oui, je vois, oui, je n'ai pas arrêté de partager. Attendez, je cherche. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, d'abord, c'était palpitant et puis on aimait beaucoup. Il y aura beaucoup de questions, je suis sûr. Donc, je cède la parole à eux autres. J'en aurai quelques-unes si jamais ils sont épuisés. Questions, commentaires. Je peux déclencher. Tu as mentionné le gène égoïste de Dawkins.
mais je n'ai pas tout à fait compris l'analogie. Est-ce que par le jet de paramètres et les gènes, est-ce que parmi eux, est-ce que le robot, c'est le véhicule de Dawkins? Exactement, oui. D'ailleurs, j'aurais dû le dire, j'ai simplement oublié. Et c'est bien mieux dit comme ça. Ici, le robot, c'est bien le véhicule. Ok. Et je le dis parce que souvent, effectivement, il y a un amalgame entre l'individu et le robot. Non, ce n'est pas le cas ici. On pourrait faire un apparentement aussi à une forme où mes jeux de paramètres sont des virus qui essayent d'envahir un ensemble de ressources. Est-ce qu'il y a des implications pour la question de la sélection de groupe? Non, non, il n'y a pas de. On n'a pas du tout abordé ça. Alors, en plus, je sais que la sélection de groupe est quelque chose qui est C'est controversé. parfois assez discuté Oui. en biologie évolutionnaire. Non, on s'est intéressé par contre aux notions de fitness inclusive. C'est ce que j'effleurais quand je parlais d'altruisme dans les populations. On regardait la viscosité et dans une situation où nos robots pouvaient partager de l'énergie qu'ils avaient récupérée et on stressait l'environnement pour voir à quel point les robots en fait allaient partager alors même que de manière égoïste ils ne devraient pas et de regarder quelle était effectivement l'influence de cette viscosité. Mais ça s'explique par la fitness inclusive. Donc on n'est pas allé regarder du côté sélection de groupe. D'autres questions? Si vous êtes gêné, j'en ai encore quelques-unes. Est-ce que au tout début, quand les petits billes se sont migrés dans un triangle, est-ce qu'il y avait des effets qui ressemblaient aux éconissons, les spandrels? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi les éconissons? Les éconissons, c'est célèbre en théorie d'évolution parce qu'on cherche une explication des, des effets qui sont des effets secondaires d'une autre adaptation qui n'a rien à voir avec l'issue, mais qui sont ensuite utilisés. Les connaissances, c'est dans la cathédrale de Saint-Marc à Venise, il y a des grands cercles et parmi entre les grands cercles, il y a les éconissons, les petites structures entre les cercles grâce à l'architecture. Aucune fonction en elle-même, mais elles gagnent une fonction après à cause du fait qu'elles sont là. Rien comme D'accord. ça. Ah, non, et ça s'écrit comment? Les E-C-O-N-N-I? connaissons, ou en anglais, c'est spandrel. S-P-A-N-D-R-E-L. D'accord. Ok, oui, je comprends. Euh, Oui, non, là, je n'ai pas vraiment de. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a un lien avec l'exaptation? Oui, Ok. enfin, reste à voir. De toute façon, je lève la question parce que là, dans les simulations au tout début, c'était en partie, comme tu dis, le jet de paramètres, les agents, etc. Mais il y a aussi l'architecture, il y a l'espace, pas seulement la distribution dans l'espace, mais la forme de l'espace pourrait jouer un rôle. Donc, Oui, alors, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Bon, il faudrait que je repartage mon écran, mais allez-y. euh, alors je ne sais pas si ça répond vraiment à si ça répond vraiment à ta question, mais euh, effectivement, dans ce qu'on fait, il y a un rôle de l'environnement et l'environnement peut complètement biaiser le type de stratégies qui sont évoluées. C'est ce qu'on voit même quand on met le besoin en énergie ou quand on met le repère qui est vu par tout le monde, où tout le monde va s'agréger ici. Euh, alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question parce que ce n'est pas du tout lié à l'exaptation, qui est ce que je comprends naïvement des éconissons. Euh, mais, euh, mais si je parle de particularités physiques qui peuvent être exploitées par l'évolution, on a une expérience assez récente avec les robots kilobots, où on s'aperçoit qu'en fonction de la vitesse de translation qu'ils ont, leur réaction lors d'interactions physiques, lorsqu'ils se cognent, en fait, va résulter en des comportements assez différents en termes d'alignement. À petite vitesse, en fait, ils vont continuer à se cogner en se faisant face, et quand ils vont vite, ils vont se cogner, mais ils vont s'aligner. Et enfin, ils vont en fait se changer d'orientation,
s'aligner, ce qui veut dire qu'en fait, ils vont plus se cogner. Et en fait, en modulant juste la vitesse de translation, on obtient des comportements collectifs qui sont radicalement différents. Et ça, c'est une pure exploitation de la physique. On n'est pas du tout en train de dire bah, avancez et cognez-vous, ou avancez et puis allez dans des directions différentes. Du point de vue du concepteur, c'est quelque chose qu'on ne prévoyait pas au départ. Mais je dirais que c'est un effet de bord de la physique. Et donc, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que ça réponde à ta question, mais j'en suis pas Pas sûr. tout à fait. Enfin, l'exemple que Gould a utilisé pour présenter l'idée de l'écognisance, c'était spatial et évidemment le dôme de Saint-Marc, etc. Mais non, c'est vraiment les exaptations qui sont en jeu, en question. D'accord. Mais quittons ça parce que ça aussi, ça peut Oui. déclencher beaucoup de discussions. Ouais, je peux peut-être dire juste une chose sur l'exaptation. C'est quelque chose qu'on n'étudie pas parce qu'effectivement, nos traits sont des traits comportementaux. Et je pense que si on le faisait du côté morphologique, ce serait plus facile à identifier. Là, l'exaptation, c'est dur. Quand on change les conditions environnementales pendant l'évaluation d'un groupe de robots, hein, c'est très difficile de savoir s'il n'est pas juste en train de partir dans une autre direction en n'ayant rien gardé de la stratégie précédente. Oui. De toute façon, Parce il y que a c'est énormément de matière à la réflexion là. J'ai encore deux observations, mais je vais encore donner une chance aux silencieux qui ont beaucoup, ils sont beaucoup plus courageux pour les questions écrites. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou de questions? Si vous voulez poser une question écrite, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, alors on n'aborde pas le problème en essayant de contribuer à cet aspect-là côté biologique, mais c'est bien ce qu'on observe, nous, du côté de notre algorithme. On a toute une partie de nos études qui se font effectivement sans fonction objective parce qu'on ne s'intéresse qu'à cette notion de diffusion. Ensuite, et effectivement, cette diffusion, c'est une pression à la sélection, mais qui se comprend assez bien. Une stratégie efficace, c'est juste une stratégie qui existe à T+1. Ce qu'on observe, ce sont des stratégies de diffusion après. On a des stratégies d'agrégation qui apparaissent souvent. Maintenant, sur des conditions expérimentales données, on s'aperçoit que nos conditions initiales font parfois qu'on va converger vers des stratégies de diffusion différentes. C'est-à-dire qu'on a un fort impact de nos conditions initiales, ce qui n'est pas vraiment une surprise hein, pour un évolutionniste. Donc, ensuite, on a essayé de regarder un petit peu plus de ce côté-là, mais quand on regarde enfin, notre diffusion, elle est tellement liée en fait aux problèmes qu'on aborde, aux environnements qu'on donne, qu'on n'a vraiment que des cas particuliers et pas de message global à donner. Alors, c'est la limite avec ça, pour nous, c'est qu'on est bien sûr, ce serait intéressant, mais c'est vrai qu'il faut trouver le moyen de poser le problème tel que les artefacts du modèle ne réduisent pas la portée d'un message qu'on pourrait en sortir. Ça c'est l'éternel problème hein, de la validité de modèles de ce type-là, hein, qui sont somme toute assez abstraits. Ensuite,
ce qu'on a fait côté ingénierie, c'est que parfois on s'est inspiré donc, de mécanismes comme ça. Alors pas forcément de, du côté d'individus qui seraient asymétriques comme ça, mais on a par exemple regardé du côté de la recombinaison bactérienne au niveau des transferts horizontaux. Et ça, effectivement, on retrouve des choses qui n'expliquent pas quoi que ce soit à côté biologie, mais qui sont des outils qui permettent la convergence de nos stratégies dans un cadre robotique. Typiquement, pour le transfert horizontal, on sait qu'en fonction de la quantité d'informations transférées entre des individus, ben, on va accélérer ou pas l'homogénéité de la population. Mais qu'un transfert faible va avoir une vitesse de convergence faible, mais va bénéficier d'une meilleure capacité à recombiner des éléments déjà présents dans la population initiale. Donc, je ne pense pas qu'on contribue ici à comprendre pourquoi le transfert horizontal chez les bactéries, c'est quelque chose d'intéressant, mais on va plutôt là être des informaticiens qui allons prendre quelque chose du côté de la biologie. Donc pour la reproduction asexuelle, si on le pose bien, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait pour l'instant. Merci. Juste peut-être pour compléter, on s'est beaucoup intéressé récemment au choix de partenaires. Et on est plutôt à ce niveau-là d'abstraction. Encore une fois, on dit que le processus de décision est assez abstrait. On prend en fait un algorithme d'évolution, mais qui est relativement générique. Et on regarde en quoi cette capacité de choix de partenaire va avoir une influence. Ensuite, ce qu'on fait aussi récemment, c'est qu'on essaie de changer ces algorithmes d'évolution en mettant carrément de l'apprentissage, des algorithmes d'apprentissage par renforcement très classiques, qui là sont plus du tout inspirés de l'évolution, hein. Là, je parle d'apprentissage par renforcement côté informatique. Et en fait, on s'aperçoit que les dynamiques adaptatives, quand c'est une population d'individus qui apprend, que ce soit biologiquement plus ou moins plausible ou pas du tout, la dynamique, elle reste. On va converger vers des résultats assez similaires d'utilisation du choix de partenaires qui vont dépendre en fait du nombre d'opportunités de rencontre avec d'autres individus ou alors du nombre d'opportunités de trouver une ressource sur laquelle on pourrait se coordonner. Et quelque part, en fait, on extrait comment dire, l'instanciation particulière de l'algorithme d'apprentissage ou d'évolution pour avoir un résultat plus générique en termes de dynamique d'adaptation. Merci. Je vais faire une dernière observation générale et puis une petite observation personnelle. Et Je peux ajouter quelque chose, Étienne, sur ce qu'il a dit. C'est c'est plus un commentaire que c'est juste, il y a un autre chercheur qui travaille spécifiquement sur la modélisation aussi du choix de partenaire dans une perspective computationnelle et évolutionnaire, mais il ne fait pas des algorithmes évolutionnaires en soi, mais il y a beaucoup de questions. C'est très intéressant ce qu'il écrit sur le sujet. D'accord, mais je vois le lien. Alors, je vais le copier parce que j'avais coupé mon navigateur. Il s'appelle Daniel Conroy Bean. Okay. D'autres remarques? Merci pour le lien. Alors, en sciences cognitives, on ne le fait pas en direct, mais notre cible est un peu le test de Turing. On a envie de modéliser toutes les capacités des organismes pour ensuite expliquer le mécanisme causal qui les génère, que ce soit l'apprentissage ou que ce soit inné. Mais une question qui se pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à vraiment surmonter le test de Turing original avec les humains? Pourquoi on ne fait pas ça avec les animaux? Et puis, tu as donné un bon exemple pourquoi on ne le fait pas avec les poissons zèbres. Parce que c'est tellement facile de leurrer un zèbre avec presque n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire de capter toutes les capacités d'un zèbre pour qu'un zèbre soit pris pour un zèbre, au moins pour le comportement que tu regardes. Donc, c'est un problème méthodologique au fond. Et l'autre aspect, c'est qu'on a beaucoup d'intuition pour ce qui se passe dans la tête d'un humain et ça diminue lorsqu'on descend jusqu'à un zèbre. Et c'est facile de nous leurrer aussi que j'ai modélisé un zèbre, mais ce n'est pas du tout un zèbre. J'ai leurré un humain qui modélise, j'ai leurré un autre zèbre qui est un zèbre. Donc, il y a quelque chose de méthodologique qui ne va pas. Mais de toute façon, ça, c'est une observation. Maintenant, observation personnelle, comme tu vois, je suis vegan, j'aurais été plus à l'aise avec le jeu, pas le jeu lapin-cerf, mais le jeu citron-citrouille, peut-être.
C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque et je le note, c'est vrai. Euh, alors, ceci dit, il y a aussi dans le même genre, dans les jeux comme ça, il y a le Battle of Sexes, que vous connaissez peut-être, qui au passage, je pense, aussi mériterait d'être un peu renommé. Tout à fait. Voilà. Alors, merci énormément, Nicolas, et l'autre Nicolas aussi pour ta question. Et puis, à la semaine prochaine. Il y a encore des séminaires très intéressants. Tu es toujours le bienvenu en même temps. J'y assisterai, ça dépend de mes disponibilités, mais j'aurais même bien voulu assister à des présentations qui ont déjà été faites et clairement, je garde ça en tête pour les prochaines. Heureusement, tout est enregistré. Donc, si toi ou tes Ah oui, étudiants veulent voir, je vais t'envoyer le lieu. très volontiers, oui. Oui, ça m'intéresse. Alors, merci à tout le monde et Merci puis beaucoup à vous. à la semaine prochaine.